Bonjour à tous. Alors, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour la première fois, et il y en aura certainement d'autres, un ami qui s'appelle Victor Sarkis, qui est professeur de philosophie dans l'Essonne. Et je ne dis pas prof de philo, contrairement à l'abréviation courante, parce que cette discipline est à défendre, surtout par les temps qui courent. Et alors, il se trouve que je pense que vous connaissez peut-être Victor Sarkis par un certain nombre de conférences qu'il a déjà données, notamment avec Dominique Pagani, aussi des articles dans Étincelle, si vous connaissez, de cette revue théorique. Il a aussi fait un certain nombre de conférences dont certaines n'ont pas pu avoir lieu, notamment celle dont on va parler aujourd'hui, étant donné la situation sanitaire. C'était une conférence sur le totalitarisme. Alors, je ne me substitue absolument. Cet entretien, disons, à bâton rompu, n'a pas prétention à se substituer à cette conférence, puisqu'il s'agit d'abord d'un dialogue. Mais afin que ce travail porte ses fruits, disons, que cette graine soit fécondée en différents terrains, c'est pas mal aussi d'en faire profiter par différents canaux, mais cette conférence aura bien lieu, donc justement, ne désespérez pas de ce point de vue. Et donc, il s'agit du totalitarisme vexata quaestio, comme on dit en latin, c'est-à-dire la question vraiment clé, nodale, sur lequel, enfin, à partir de laquelle beaucoup d'adversaires du marxisme et du marxisme-léninisme nous attaquent. Je mets un nous puisque Victor n'a pas de problème à se définir comme philosophe et marxiste-léniniste. Donc, il faudrait d'ailleurs expliquer dans quel cadre théorique il conçoit ces choses-là, parce qu'évidemment, chacun a sa définition du terme. Et donc, on va. Oui, je te voyais en train déjà Non, peut-être changer de référence. Voilà. Non, non, tu vas être bien là. Mais écoute, lançons un peu comment déjà problématiser ce terme. D'où vient-il déjà, peut-être, qui l'utilise pour la première fois? On pense évidemment à Hannah Arendt, mais je pense que ça vient, ça lui est bien antérieur. Bonjour à toi, Victor. bonjour à toi, Émeric, et bonjour à nos auditeurs. Merci pour cette présentation. Donc oui, tu as raison hein, sur le concept de totalitarisme qui est aujourd'hui devenu une sorte de vulgate, hein, puisque même dans l'éducation nationale, c'est au programme et on a une obligation de l'enseigner plusieurs fois aux élèves, hein, en troisième, puis en première, terminale, Oui, etc. j'ai Donc oublié, oui, parce que ça n'était pas de mon voilà, époque, mais maintenant c'est une obligation scolaire, oui, c'est ça. c'est une obligation légale presque. Alors j'ai de la chance, je ne suis pas professeur d'histoire, donc je peux échapper au problème en étant professeur de philosophie, Mhm. mais quand même. D'autant que ça déteint beaucoup sur les enfants et les élèves. Hein. Une fois, en parlant de Marx en classe, j'ai eu un élève de terminale qui m'avait posé la question, mais est-ce que Marx, c'est pas celui qui a inspiré Hitler, etc. De façon tout à fait confuse, hein, parce que bon, au point où on en est, on n'est plus à ça près. Donc effectivement, il faut faire un peu de lumière là-dessus. Et tu as raison de rappeler qu'il faut d'abord dire voilà, comment est né le concept de totalitarisme. Parce que, comme dit Aristote, pour comprendre comment les choses sont et existent, il faut les prendre dans leur développement. Il dit ça de l'histoire de la philosophie et du mot philosophie, donc il faut faire pareil avec le totalitarisme. Alors, on va voir un peu la plasticité extrême du terme et ses différents usages, et ça permettra, à mon avis, à l'auditeur de juger. Je pense on peut procéder un peu en deux temps. C'est-à-dire que d'abord, je commence par faire une petite histoire. Tu m'interromps dès que tu as dès qu'il y a des questions. Et puis ensuite, on peut essayer d'examiner, on va dire, de façon tout à fait honnête, hein, comme des dialecticiens. C'est ça la dialectique chez les Grecs, hein, c'est examiner de façon tout à fait honnête une thèse en disant, bon, ben voilà, on va admettre, postulons qu'elle est vraie, que s'ensuit-il? On va voir s'il n'y a pas des contradictions énormes qui vont jaillir. Alors, le concept de totalitarisme, il est connu parce qu'effectivement, comme tu le dis, Hannah Arendt l'a énormément vulgarisé. Dans son ouvrage qui est paru, si je ne m'abuse, en 1949, Les origines du totalitarisme, hein, c'est ça, les origines du totalitarisme. Je crois que c'est le troisième tome. Peut-être le troisième tome est paru en 52. Il me semble que c'est un peu étalé parce qu'il y a trois tomes. c'est pleine guerre froide. Donc, c'est ça. Oui, en pleine guerre froide, c'est vraiment le début. Et tout de suite, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, quand Hannah Arendt écrit son livre, l'histoire du totalitarisme, du concept même, il a déjà 30 ans, en fait. Donc, elle arrive sur un débat qui, en fait, est déjà saturé à ce moment-là. Et elle tente de donner une portée scientifique à un concept qui, pour l'instant, est juste polémique. C'est-à-dire que c'est un concept dont se servent les uns et les autres, on va voir qui, pour des préoccupations purement polémiques. Et pas du tout scientifique, pas du tout contrôlé, c'est de l'invective presque. Alors, le terme, il naît en Italie, bien sûr, dès 23, quasiment à l'arrivée, juste après l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Hein. Donc, c'est totalitarismo en italien. Donc, c'est pris sur la racine totale, et puis donc l'idée de tout.
Et puis, on rajoute un isme pour en faire un courant de pensée. Alors, le tout, bon, en philosophie, c'est un concept qui a une très longue histoire, hein, ça renvoie à la totalité. Et la totalité, ça s'oppose bien sûr aux parties. Donc, vous avez un tout et un ensemble, et vous avez des parties À qui la sont partie, hein, reliées à ce pas tout. aux parties. Ouais, C'est ouais. ça. Ah oui, aux parties avec un E. La Oui, partie, oui. et puis il y a plusieurs parties dans le principe d'un tout, c'est qu'il y a plusieurs parties. C'est un grand axiome de la philosophie. Si vous lisez du Spinoza, je crois que ça fait partie des premières pages où il dit le tout est forcément plus grand que la partie. Donc, c'est des philosophes généralement qui reprennent ça. Alors, leur point commun, c'est que c'est tous des antifascistes, anticommunistes, sont les deux à la fois. C'est-à-dire que c'est généralement les cercles libéraux, soit de gauche anticommuniste, soit la démocratie chrétienne, qui est assez puissante, bien sûr, en Italie, et qui utilisent ce concept-là. Et quand ça naît, c'est purement à destination polémique, premièrement, et c'est polémique contre uniquement le régime de Mussolini. C'est le régime de Mussolini en 23 qui est désigné comme étant totalitaire. Et c'est forcément négatif pour ces individus libéraux. Au Donc, ce qui est 23, intéressant de... un an après la marche sur Rome. C'est ça, complètement. Donc, ça arrive très, très rapidement, hein. Et c'est repris très vite. C'est un grand succès dans les milieux antifascistes et non communistes italiens. Et c'est repris. Donc, en gros, ça vise à dénoncer dans le fascisme l'idée que le fascisme serait un totalitarisme parce qu'il vise la totalité et une prédominance absolue de l'État sur l'individu. Donc, en gros, on peut quasiment le prendre dans le sens, c'est un anti-individualisme. Y a un mot d'ailleurs en sociologie que doivent connaître ceux qui ont fait, mon époque, qui ont fait la série ES au lycée, puisque le holisme en sociologie, c'est l'idée qu'il faut partir du tout pour comprendre de la société, pour comprendre les parties, et holos en grec, ça veut dire le tout. Donc en gros, on reprend un peu cette idée-là, sauf qu'on la transforme en catégorie polémique, parce que le holisme, c'est une catégorie philosophique qui s'oppose à l'individualisme. Sur comment est-ce qu'on peut examiner la société, est-ce que ça doit être du point de vue de l'ensemble, holisme, ou du point de vue de l'individu. Il me semble que les fascistes avaient repris le terme totalitarisme à leur compte en s'inventant dans un point de vue égalien. C'est ça, tout de suite après, oui, c'est ça. Alors C'est que dès 25. d'ailleurs, on a du mal à comprendre le contexte théorique dans lequel ça s'inscrit parce que Hegel était mal vu en France à cause de l'antigermanisme primaire, alors qu'il était extrêmement lu, mais extrêmement déformé aussi en Italie, comme il l'était d'ailleurs en Allemagne, puisque avec Kroner, on a aussi un hégalianisme de droite. C'est ça qui commence à apparaître. Voilà. Qui est un détournement complet de la pensée de Hegel. Bon, voilà. Donc oui, tu fais bien de le dire tout de suite, hein, c'est qu'effectivement, c'est inventé. Donc c'est pour ça que c'est un concept qui est de toute façon, immédiatement, il a une postérité bizarre, parce qu'il est inventé pour attaquer les fascistes, et les fascistes, leur réponse, c'est « Ah bah oui, en fait, c'est nous les totalitaires. Oui, vous avez raison, on est totalitaire, et c'est très bien. » Donc tout de suite, on voit qu'il y a un alors qu'en fait, problème c'est vrai qu'entre 22 et 25, il y a tout un processus, parce que 25, je crois que c'est les lois fascistissimes, c'est l'assassinat de Matteotti, le député. Donc là, le fascisme va... une radicalisation. Radicalisation, oui, c'est ça. Complètement. Tout de suite, c'est repris par Mussolini. Alors, avant de poursuivre sur ce destin-là, il faut noter que d'entrée de jeu, pour l'instant, il n'y a pas de nazisme, bien sûr, qui existe à ce moment-là, entre 22 et 23. Dénoncer le communisme comme étant totalitaire, vu que Staline est encore plus ou moins un membre du Politburo comme les autres du RSS, il n'y a pas du tout question de l'étendre à autre chose. Et en plus, il n'est pas question de voir dans l'histoire quelle est la spécificité du totalitarisme, est-ce qu'il y a d'autres choses, etc. On en est très loin. Par contre, ce qu'il faut tout de suite noter, et ça va être la première fonction du totalitarisme qui existe encore aujourd'hui, c'est la fonction de écran. Le deuxième article qui va apparaître dans Étincelle, le titre, ce sera le totalitarisme, un concept écran total. D'accord, excuse-moi, alors dis le titre du premier déjà. Le premier, c'est un examen je ne me souviens plus du tout, c'est sur Hannah Arendt, je crois que c'est un examen de cas chez Arendt. Oui, mais non, c'est ça, d'accord, oui, il suffit de regarder avec Hannah Arendt et Victor Sarkis, d'accord. C'est ça. Et donc le deuxième, ce sera sur une histoire justement de ce concept. Et la thèse que je tiens dedans, c'est que c'est un concept qui est écran total. C'est que premièrement, effectivement, ça viendra après. Ça sert à amalgamer, bien entendu, le communisme et le nazisme avec le slogan Staline égale Hitler que tout le monde connaît aujourd'hui complètement. Mais ça a aussi une deuxième fonction, c'est que ça sert en fait à masquer tout ce que le Zourdo a 1000 fois montré, et de façon brillante dans tous ses ouvrages, l'ascendant, on va dire, libéral, occidental, individualiste des mouvements autoritaires type fascisme et nazisme. Et pour ces intellectuels libéraux, le fait de mettre en avant que le fascisme est totalitaire, que donc il est contre l'individu, qu'il est pour l'État, etc., ça sert à masquer le fait qu'un Occident qui serait libéral, qui serait individualiste, qui serait contre l'État, etc., qui serait individualiste, eh ben finalement, ce serait l'exact opposé du totalitarisme, et donc du fascisme, et donc du nazisme après. Or, si on étudie, alors je connais beaucoup mieux le nazisme que le fascisme, mais si on étudie le fascisme, le nazisme allemand, c'est tout à fait clair que la question de l'individu n'est pas du tout aussi simple que ça. Il n'y a pas du tout de refus de l'individu dans le nazisme, au contraire. Hein.
ni de refus de la société, c'est vraiment un réagencement de tous ces concepts-là, premièrement. Et même dans le fascisme, on a quand même une éloge de l'individu au sens de l'individu qui fait partie de la race et du peuple sain. Mussolini, c'est quoi? C'est l'homme parfait. C'est l'homme total qui est à la fois intellectuel, sportif, militaire, homme politique brillant, orateur génial, grand séducteur par ailleurs, etc. Enfin, il a toutes les qualités possibles et imaginables. Et si on le montre comme modèle, c'est que c'est le modèle que chaque homme italien doit essayer d'imiter. Et donc, on passe par cette espèce de médiation de la communauté en mettant en avant l'individu. Et par ailleurs, il faut aussi préciser que l'Italie, ce n'est pas l'Allemagne au niveau économique. L'Allemagne est bien plus industrialisée, l'Italie est bien plus archaïque, agraire, rurale, etc., et paysanne. Et donc, forcément, il y a des aspects plus archaïsants dans le fascisme italien, voire dans le franquisme. Attends, on va un tout petit peu vite, parce que tu veux dire beaucoup de choses en même temps. Qu'on comprenne bien, ça n'est comme une injure envers les fascistes qui le reprennent à leur compte, alors que les communistes ont toujours refusé ce terme. Complètement. À part peut-être quelques et même comme on va voir les nazis aussi. De tout, hein. Même comme on va voir les nazis aussi, contrairement à une légende qui est très répandue, les nazis se revendiqueront jamais du totalitarisme. On pourra le voir un peu après. Alors, je pense par exemple des titres même de Junger, qui étaient pas forcément pas si proches que ça, mais il parle de totale Mobilmachung, la mobilisation totale. En fait, c'est ça qu'on joue sur l'ambiguïté, c'est que tu as Karl Schmitt qui parle de Totalstaat, tu as Totalstaat, donc état total. État total, pardon. Ces vidéos se veulent un peu pédagogiques, donc on traduit. Tu as Goebbels qui parle de Total Krieg, donc de guerre totale. Et bien sûr, tu as Heinz qui parle de mobilisation totale. Oui, là, ça, c'est un discours de Goebbels à la fin de la guerre. C'est voulez-vous la guerre totale, voilà. C'est ça, devant ses partisans délire. Enfin, on a l'impression qu'on a un concert de rock. C'est absolument terrifiant. C'est juste on peut dire qu'ils ont inventé le concept pour le pire. Et en fait, si tu remarques bien, c'est-à-dire que il ne se revendique jamais du totalitarisme. J'ai jamais trouvé un seul texte. Par contre, il se revendique du concept total. Ce qui sert, on va dire, une forme de rapprochement. Sauf que quand on regarde les textes, par exemple, Le Zourdo le cite dans son article qui est connu, que les JRCF ont récemment republié. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur le blog. Alors là, on parle de Domenico Lo Surdo, immense penseur marxiste récemment décédé, je crois. Et en fait, le totalitarisme, c'est une injure que les nazis utilisent contre les soviétiques. C'est-à-dire que c'est les communistes qui sont totalitaires. Oui. Par contre, eux, alors c'est pour ça qu'on atteint un niveau de confusion extrême, c'est que eux, par contre, ils sont pour tout ce qui est total. Alors, la thèse que je tiens un peu dans mon article et la conférence que je tiendrai, c'était en fait qu'il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire que contre l'Occident libéral, les nazis et le fascisme, le fascisme se revendique totalitaire, et les nazis mettent en avant le concept de totalité contre l'Occident libéral, qui est bourgeois, qui est efféminé, qui est mou, etc. C'est la démocratie parlementaire, c'est tout ça dont on veut se débarrasser. Et donc, en gros, pour rétablir l'espèce de délire de la communauté substantielle, organique, une forme de collectivisme un peu fou, on met en avant ce concept de totalité. Pas collectivisme, pas au sens économique, hein, mais oui, au sens de la Gemeinschaft allemande, c'est-à-dire la communauté. Le commun au sens de la communauté primitive, substantielle, traditionnelle, etc. Donc il ne faut passer pas au sens effectivement de la communauté communiste, c'est au sens de la communauté rurale, primitive, archaïque. Voilà, sans toucher à la propriété privée. Hein. C'est ça, bien entendu. Et par contre, d'un autre côté, contre les communistes, contre l'URSS, ils vont se revendiquer pro-individualistes et pour le anti-totalitaire, en fait. Il y a Lukács qui cite, par exemple, non, pardon, c'est pas Lukács, excuse-moi, confusion, c'est Lozordo qui cite ce passage-là de Chamberlain, donc qui est un intellectuel qui va influencer directement le nazisme dans les années 20. Les origines de la pensée raciste, hein, en fait. C'est ça, les origines de la pensée raciste. Donc là, on est vraiment dans le racialisme le plus pur. Et il va même jusqu'à écrire, Chamberlain, que partout où on trouve des idées qui sont anti-individualistes et des idées qui sont intolérantes, on a affaire à des idées sémitiques. Et par contre, les idées de tolérance, d'ouverture, d'individualisme, etc., voilà, c'est des idées profondément germaniques. Donc, en gros, je fais une petite parenthèse. Moi, j'avais trouvé ça complètement fou. C'est que Michel Onfray fasse l'éloge dans ses délires néo-laïcisant, et Dieu sait que je place la laïcité bien au-dessus de tout ça. Il avait fait référence à des ouvrages de Jean Solaire qui vous expliquait à quel point Homère c'était plus profond que l'Ancien Testament, qui est on pourra y arriver à la fin. On revenait en expliquant que le grec, quelle jolie langue pure. Dieu sait qu'on parle le grec, toi et moi, voilà. Alors qu'au contraire, l'hébreu est une langue qui est tellement pauvre. C'est d'ailleurs ce que dit Nietzsche. C'est d'ailleurs ce que dit Nietzsche
aussi, je crois, il me semble. Alors qu'il ne parle pas du tout d'hébreu, Nietzsche. Donc, enfin bon, Ouais. là, on est vraiment dans les jugements. Là, Non, mais justement, je crois que de la part de Jean Solaire, je pense qu'il ne se rendait pas compte, pour sa défense au moins, je crois qu'il ne se rendait pas compte à quel point ça rentrait dans une généalogie qui lui était inconnue, hein, parce qu'il était absolument persuadé. Enfin, à la fin, il faisait de Karl Marx un disciple de l'Ancien Testament et de Hitler aussi. Donc oui. ça lui permettait. C'était aussi ce que disait Kostas Axelos, où il disait, je cite, Marx est un prophète juif tardif. Donc, apparemment, pour comprendre Marx, il ne faut pas lire Hegel, il ne faut pas lire les économistes britanniques, il faut lire l'Ancien Testament. Bon. C'est les vertiges de l'analogie, ça peut mener. Voilà, c'était Beauvais, d'ailleurs, qui est mort hier, qui avait écrit un ouvrage sublime, hein, qui s'appelle Prodige et vertige de l'analogie. Tout le concept du totalitarisme, ça pourrait être le sous-titre, un prodige et vertige de l'analogie, on peut tout faire. Je découvre grâce à toi à quel point, dès le départ, c'est vicié comme terme, puisque tout le monde se le refile comme une patate chaude, en fait. Complètement. Ça n'explique vraiment rien, en fait. Hein, donc, et puis surtout, le plus. Alors, avec Hannah Arendt, j'ai envie de dire, alors là, je fais un petit saut, je reviendrai sur le nazisme, mais avec Hannah Arendt, on arrive au sommet du n'importe quoi, puisque le seul régime qui s'est revendiqué du totalitarisme, enfin, alors il y en a deux, il y a les Mussolini, effectivement, et il y a Gentile, qui est un philosophe italien hegelien. Gentile, Giovanni Gentile, voilà. Qui est un philosophe italien fasciste, qui écrira donc dans le grand article sur l'encyclopédie fasciste, il écrira un article sur le totalitarisme et qui dira, voilà, le fascisme est totalitaire parce que pour lui, tout existe dans l'État. Et tout n'a de réalité que dans l'État. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas dans l'État, ça n'existe pas. Donc on a presque envie de dire. Enfin, ce sont des rejetons d'extrême droite d'une philosophie à la mode en Italie qui était celle de Benedetto Croce, qui était un hegelianisme de droite, en fait, très anti-marxisant, en fait. Hein, voilà. Mais avec un côté anticlérical, comme le montre un peu Gramsci, c'est un peu bizarre, Benedetto Croce. Avec un côté un peu anticlérical dans le sens où, comme c'est vraiment hegelien, il a un côté idéalisme objectif, il n'y a pas de création du monde par Dieu quand même. Donc c'est très bizarre. Enfin, en plus, il vient du sud de l'Italie, donc c'est très plus reculé et archaïque que le nord. Donc c'est une forme de synthèse un peu bizarre, Benedetto Croce. Mais c'est quand même un grand philosophe, Croce. À la différence de Gentile, qui est. Donc Gentile était devenu, on pourrait dire, l'idéologue du fascisme. C'est pour ça que là, il y a quand même, on peut quand même, je pensais évidemment à lui quand je disais qu'il y avait une récupération du terme de totalitarisme par les fascistes. Il faudrait. En fait, c'est Mussolini qui commence en 25 et Gentile poursuit après, notamment ce fameux article de 31. Il faut savoir si ça représente tout le fascisme, etc. Quel secteur. Par contre, il y a aussi oui, il faut aussi voir parce que tu as des débats internes. Et par contre, l'autre régime qui va s'en revendiquer, de façon un peu discrète d'ailleurs, c'est le franquisme, parce que si tu regardes le franquisme, en 36, ils vont faire une série entre 36 et 38, ils établissent, alors c'est pas une constitution, c'est une série de 8 lois fondamentales, et tu en as une, c'est les lois sur le travail, donc il met bien sûr en avant les corporations, et dedans, il dit très clairement que les principes sur lesquels est organisé l'État, c'est les principes totalitaires, selon lesquels est organisé l'État. Alors, mais très bien, parce qu'on sait qu'ils sont très influencés, ces gens-là, par Maurras, par tout ça. Hein, donc, mais donc, c'est les seuls que j'ai vus en fait qui s'en revendiquent. C'est le fascisme italien et de façon un peu plus discrète, les franquistes. Ouais. En fait, non, si je comprends bien, il y a une sorte de tentation dans le fascisme de l'assumer. Mais ils aiment toujours s'en servir parce qu'ils font flèche de tout bas, ils sont pas à une incohérence près, hein, de toute façon, ces gens-là. Pour moi, en fait, c'est pas tellement incohérent. C'est pas tellement incohérent parce que, comme je dis, on est totalitaire par rapport à l'Occident libéral. Et par rapport aux communistes, on est antitotalitaire. Mais je crois qu'il y a même un idéologue fasciste qui s'appelait Corradini, il parlait de nation prolétarienne, autant de nation, hein, c'est-à-dire par rapport à l'impérialisme, l'Italie et l'Allemagne étaient en recul par rapport aux autres impérialismes, il fallait qu'elles le rattrapent. Ah oui, donc il y a une récupération de gauche. Juste en envahissant d'autres pays comme l'Éthiopie ou l'Union soviétique. Hein, donc, et elles ne sont pas des nations prolétariennes, par contre. Voilà, donc le terme de prolétariat était dingue dans la manière dont c'était un détournement complet de la pensée de Marx. J'ai d'ailleurs découvert un phénomène linguistique récent, parce que, on le dit pour nos lecteurs, toi tu dois le savoir, mais il y a deux pronoms en italien pour vous voyez quelqu'un. Il y a le voi, il me semble, c'est le vous standard, hein, c'est comme vos en espagnol. Il y a lei, c'est comme usted en espagnol, c'est un vous de majesté, quoi. Et apparemment, les fascistes avaient supprimé le lei, donc le vous de majesté du langage. Il y avait vraiment des directives pour pas le faire. Et donc, il y avait ce côté un peu gauchiste où on réforme le langage parce que c'était jugé
je crois que je cite, c'était jugé comme étant bourgeois. En fait, en fait, le Voy était utilisé par exemple au 18e et aujourd'hui on utilise l'Ail. Oui, peut-être qu'il y avait cet archaïsme-là. Non, par exemple, il y avait des choses ridicules du genre parquetto, pour dire parquet. Enfin, en italien on disait parquet parce que le mot venait du français, donc il fallait absolument dire parquetto, on rajoutait le haut, des choses comme ça. Bon, ah oui, on italianise les mots de façon artificielle. Exactement. Non, mais là, on comprend bien qu'il y a une plasticité là, de ce terme. On peut dire que là, donc c'est pas très clair, c'est revendiqué de manière totalement, évidemment, opportuniste par les fascistes quand ils ont besoin. Et pas par tous, puisque les nazis s'en revendiquent jamais. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a toujours cette tentation, on le voit au vol de Rudolf Hess vers l'Angleterre, c'est-à-dire de faire alliance en fait avec la Grande-Bretagne contre la Russie. Donc, d'une certaine manière, il ne faut pas non plus trop couper les ponts. Ça a toujours été cette tentation. Ils ont voulu le faire. Le jour c'est par exemple les paroles d'Hitler pendant la guerre, où au début de la guerre contre la Grande-Bretagne, où il regrette que les Anglais aient oublié les nobles règles de la guerre chevaleresque et teutonique. Donc il a ce délire-là en plus de. Oui, voilà, on est la même race, quoi, entre guillemets. Voilà. On est entre chevaliers teutoniques, alors qu'avec les Slaves, on se lâche. Quoi. Et d'ailleurs, ça se verra dans les taux de mortalité des prisonniers, parce que, par exemple, les taux de mortalité des prisonniers anglais et américains, c'est entre 3 et 4% des prisonniers faits par l'Allemagne nazie. Hein. Oui, alors que les soviétiques, c'est 60%. Enfin, on est dans. Je crois qu'il y a 3 millions de prisonniers morts de faim. Hein. Enfin, c'est dont on parle. Enfin, on est dans 60%, alors qu'on est seulement dans 3-4% pour les Anglais et les Américains. Donc, on a vraiment cette idée-là nazie que, voilà, on fait une guerre chevaleresque, teutonique, qui respecte le droit de la guerre à l'ouest. Par contre, à l'est, on se lâche, quoi. Il n'y a pas de. D'ailleurs, évidemment, encore autre incohérence, mais ça, ils ne sont pas une incohérence près, mais c'est vrai que tu as parlé de Chamberlain, un des théoriciens du racisme, qui ne plaçait pas du tout les Slaves comme race inférieure. Mais évidemment, à partir du moment où ils avaient fait la révolution d'octobre, alors là, ils avaient décadé. C'est ça. La décadence. C'est même ce que ça justifie tout. Hein. Donc, parce qu'en fait, c'est incroyable. Spengler lui dit en octobre 17, la Russie a enlevé son masque blanc pour nous montrer son vrai visage asiatique. Donc c'est intéressant. Et Spengler, je crois, à ma connaissance, n'est même pas membre du parti nazi, c'est qu'on est dans les prodromes, dans les gens qui ont influencé. Oui, c'est la révolution conservatrice allemande des années 20 et 30. Ouais. Et donc voilà. Et donc si on revient par exemple à Hannah Arendt, là, on va faire un truc comme ça. On va essayer de faire chronologique. Mais oui, non, on a bien compris le cadre. En fait, très peu clair justement. Et en fait, c'est paradoxal là-dedans. Il y a un grand reset, hein, pour prendre un terme à la mode, avec Hannah Arendt au moment de la guerre froide, quoi. Voilà. C'est ça, parce que là, pour le coup, elle refuse de considérer l'Italie, encore plus le franquisme, comme étant fasciste. Pardon, pas fasciste, excuse-moi, totalitaire, alors que c'est les deux seuls régimes qui se sont revendiqués explicitement. Et par contre, c'est des régimes qui se sont jamais revendiqués de ce terme-là, l'URSS bien entendu, mais aussi l'Allemagne nazie, qui vont se retrouver totalitaires. Donc là, on voit bien que le concept, là, on est dans la plasticité extrême, puisque le seul qui s'en revendique, l'Italie fasciste, n'est pas inclus par Arendt. Elle dit, je cite, que c'est juste une banale dictature. Donc déjà, bon, super. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas eu de temps de mort politique. Elle ne comprend pas ce qu'est le passage au fascisme, parce qu'avant, il ne suffisait pas de faire un coup d'État militaire avec un galonnet et le clergé à côté, parce que ça, on pourrait dire, c'est les pronunciamientos qu'on connaît. C'est ça, classique, oui. Dans le monde hispanique, hein, latin même en règle générale, jusqu'en France avec le bonapartisme. Hein. Mais elle ne voit pas justement la nouveauté du fascisme. Hein, bien sûr. Ce qui fait que ça devient une banale dictature pour elle, et même elle dit que finalement il n'a pas fait tant de morts que ça, notamment au niveau politique. Donc on voit en plus à quel point on peut vraiment être dans un révisionnisme qui est quasiment une apologie du fascisme, hein, parce qu'à partir du moment où on commence à dire qu'il était très peu meurtrier, qu'il n'était pas racialiste le fascisme, que c'est pas du totalitarisme, c'est juste une dictature machin. On voit à quel point on peut vraiment être dans une réhabilitation du fascisme. Surtout, c'est vraiment passé par perte et profit toutes les guerres coloniales du fascisme. Oui, ça c'est oublié complètement. La Yougoslavie aussi. Et voilà. Mais, puis le fait qu'ils ont quand même été alliés à l'Allemagne nazie. Beaucoup. Oui, en plus, ils sont partis. Et d'ailleurs, c'est dans l'article qui est paru dans Étincelle, mais en plus, c'est assez marrant. La méthodologie d'Arendt et les falsifications, parce que pour prouver ça, en fait, en disant que le fascisme n'a rien à voir avec le nazisme, ça c'est la thèse qu'elle tient, elle fait une note absolument énorme que j'analyse donc dans mon article. Et si tu prends ces arguments, en fait, elle prend des citations de dignitaires nazis, sauf qu'elle les prend en gros à la fin de la guerre. Donc en gros, au moment où les relations n'est plus du tout beau fixe, c'est quelques mois en fait avant que Goebbels et Himmler, elle prend des citations de Goebbels et Himmler, avant que carrément ils envahissent l'Italie parce que Mussolini est en train de perdre face aux Alliés. Donc les relations sont plutôt au beau fixe. On est complètement l'alliance est en train de se déliter, et donc on a quelques paroles véhémentes, et encore, puisque Goebbels, elle cite un passage de son journal intime. Donc bon, s'il avait voulu être plus véhément, il l'aurait mis ailleurs dans son journal intime. Et c'est tout en fait. Donc son argument est vraiment complètement, c'est de la manipulation pure là pour le coup. On prend des phrases
qui ne sont pas publiés en plus, qui datent de la fin de la guerre, quand les relations ne sont pas au beau fixe, qui s'apprêtent à les envahir, pour dire que dès le départ, en gros, il n'y a aucun rapport entre les deux. Et donc, le fascisme n'est pas totalitaire. Donc, déjà, elle exclut le fascisme du totalitarisme, le fascisme italien. Et en même temps, d'après ce que j'ai compris, d'après mes souvenirs, en tout cas de la lecture de Losurdo, parce que je le lisais de seconde main par Losurdo, évidemment, j'avais peut-être un biais, je reconnais qu'il faut des fois revenir aussi au texte, mais je crois qu'elle elle mettait l'impérialisme quand même occidental à un moment dans le même... Alors justement, ça on peut y revenir après quand on fera vraiment l'ouvrage d'Arendt, mais oui, ça fait partie des... Comment dire, pour moi, c'est un acte manqué énorme. Enfin, désolé qu'il y ait catégorie freudienne, mais l'ouvrage d'Arendt, on va voir pourquoi c'est un acte manqué énorme. Je fais peut-être juste un bref histoire du concept dans les années 30. Bon, bien sûr, le communisme s'est toujours refusé absolument à être totalitaire. Hein. Je veux dire, comme dit Marx dans le Parti communiste, manifeste du Parti communiste, le communisme, c'est un système dans lequel la clé du développement de tous, c'est le développement de chacun. Donc, on a cette idée-là où, quand même, ça va beaucoup insister là-dessus dans ses meilleurs jours. Le communisme, c'est vraiment développer la personnalité humaine, etc. Donc, on n'est pas du tout dans cet aspect-là. Il reprenait Pulitzer, hein. C'est pas une réflexion tardive du Parti communiste français, ça a toujours été. Et même oui, ça a été dans son ADN même. Regarde ce qu'il dit, par exemple, sur le développement de la liberté de la femme, qui est la jauge du développement d'une société humaine. Oui, c'est ça, c'est ce que dit Marx. Marx et Engels, qui le disent dès le départ. Donc, c'est un signe de démocratie par excellence. D'ailleurs, je voulais dire, il y a aussi certains gauchistes qui ont enfourché le dada anti-démocratie, au sens, en confondant la critique de la démocratie formelle bourgeoise avec une critique de la démocratie en soi. Je pense à, c'est pas ce qu'il a de meilleur chez Badiou, qui a fait les choses. Alors, d'ailleurs, tiens, c'est intéressant parce que j'ai lu un épigone, je rebondis juste parce que c'est d'actualité. J'ai lu un épigone, à mon avis, de Badiou, hein, qui était, je crois que c'est, je ne sais plus de quelle organisation, je crois que c'est une organisation juive étudiante. Il avait fait un article sur, parce que tu sais, il y a eu la commémoration de Napoléon, par Macron, bien entendu, et Napoléon, bien sûr, il est revenu sur le statut des Juifs, il a créé le statut des Juifs, et il est revenu sur l'égalité juridique que leur avait accordé la Révolution française et les Jacobins. Donc, la gauche était à juste titre indignée de ça, bien sûr. Mais là, tu vas voir comment l'argument était pervers. C'était de dire, oui, c'est bien de critiquer Napoléon pour son antisémitisme, etc. Mais il ne faut pas oublier que les Jacobins et la démocratie, en octroyant l'égalité juridique en fait aux Juifs, c'était une manière de détruire ces communautés traditionnelles, de Juifs orthodoxes, etc. Et donc, il y avait un antisémitisme caché en fait des Jacobins et ça. Donc, tu vois, on se retrouve sur un truc où en fait finalement, c'est très dangereux cette stratégie-là parce qu'on se retrouve à rabattre Robespierre, Marat, Babeuf et Saint-Just. Du côté des antisémites, alors que c'est eux qui ont donné le statut des Juifs. Enfin, bon, ça, et de Napoléon, etc. sur les aspects les plus réactionnaires de Napoléon. Donc là, on a vraiment une stratégie suicidaire de la gauche. Avec cette idée-là que la République, en plus, est fondamentalement antisémite dès sa fondation. On donnera ça comme exemple de gauchiste. Je ne sais pas si c'est un lien avec Badiou. Peut-être qu'il se revendique de Badiou par ailleurs, donc il ne faudrait pas faire une analogie trop... Non, mais je crois on voit bien le problème, ouais, ça c'est clair. Donc, oui, alors sur la question du nazisme, alors, il me semble que c'est Yann Kershaw. Donc, c'est plutôt une autorité, hein, puisque c'est en Allemagne, parce que c'est un assez sérieux, ouais, c'est ça. Il fait assez autorité, même encore aujourd'hui, hein, notamment, il est l'auteur d'une biographie monumentale, je crois qu'il fait 1000 pages d'Hitler, qui est un peu le truc indépassable aujourd'hui, qui se ouvrage font assez autorité. Et pour lui, il dit que c'est en Grande-Bretagne, et en 1929, que pour la première fois, on a associé le communisme au totalitarisme. On a utilisé le mot. Et là encore, c'était des milieux anticommunistes, conservateurs britanniques, dans une intention polémique évidente. Donc on voit ici qu'en dès 29, en fait, on a déjà, le nazisme n'est même pas arrivé au pouvoir. On a déjà les deux fonctions du concept de totalitarisme. Premièrement, donc, faire écran à la responsabilité de l'Occident et du libéralisme dans le fascisme, en montrant que, vous voyez, le fascisme, c'est l'étatisme, c'est l'anti-individualisme, donc nous sommes totalement innocents parce qu'on est pour la liberté de l'individu. Et deuxièmement, c'est un concept d'attaque aussi contre le communisme. Donc ça disculpe à la fois l'Occident libéral et c'est une attaque contre le communisme en l'associant à son pire ennemi. Donc c'est dès 29. Et ce qui est intéressant, alors sur la question donc on a dit que le nazisme s'est jamais revendiqué du totalitarisme. La seule fois où des nazis emploient le concept de totalitarisme avec le isme, c'est pour attaquer les soviétiques. Avec les soviétiques, notamment pendant la Grande Guerre patriotique, quand ils attaqueront l'URSS, ils se plaindront beaucoup du fait que l'ennemi, comme l'URSS a une absence de scrupules propre à un État totalitaire, ils se sont tellement bien préparés que c'est difficile de les battre en fait. Et donc ça devient un argument en fait. On n'arrive pas à les battre parce qu'ils sont totalitaires, alors que nous on est suffisamment moral, on est pour l'individu, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les battre. Donc une forme de justification de l'échec de la humanité. Il ne faut jamais oublier que dans Mein Kampf, Hitler attribue aux soviétiques le nombre de millions de morts qu'il va faire réellement lui-même, hein, parce que
C'est pour ça que ce chiffre sur les millions de morts, je suis désolé, mais c'est pas jouer sur les mots, sur les chiffres, parce qu'on n'a pas accepté la propagande nazie, hein, la propagande de guerre. Et il n'arrête pas de dire les soviétiques ont éliminé les intellectuels. C'est un peu de propagande qu'on retrouvera d'ailleurs dans l'anticommunisme. Systématiquement, comme si c'était la haine des intellectuels. Et il se tiendra un petit peu à ce dada dans sa présentation de l'Union soviétique. Alors que faut voir le nombre d'intellectuels d'ailleurs qui avaient fui l'Allemagne nazie d'ailleurs. Mais bon, oui, non, mais c'est ça. Il n'y a plus personne. Hein. Quand tu regardes la liste, généralement, c'est des universitaires de seconde zone assez. C'est vraiment en fait, Yoann Chaput a pas mal étudié ça, c'est intéressant. Le nazisme, au niveau de la classe des intellectuels, c'est vraiment la revanche des petits intellectuels bourgeois frustrés qui sont bloqués dans leur ascension sociale à un moment donné, et pour qui, en fait, le nazisme, c'est de l'opportunisme. Et Carl Schmitt, à mon avis, c'est le meilleur exemple chez quelqu'un chez qui l'idéologie et l'opportunisme personnel ne s'excluent absolument pas. C'est-à-dire que souvent, pour disculper tel ou tel intellectuel, genre Heidegger, Carl Schmitt, machin, tu as beaucoup de philosophes ou d'historiens qui disent « Oui, mais il a fait par opportunisme ». Bon, déjà, c'est pas forcément une excuse, mais en plus, en fait, l'un n'exclut pas l'autre. Hein. On peut tout à fait avoir une permissivité idéologique au nazisme et le faire par opportunisme. Alors là, il n'y a aucune contradiction. Tu fais bien de parler de Carl Schmitt parce que un mot célèbre de Carl Schmitt quand Hitler est arrivé au pouvoir, c'est aujourd'hui Hegel est mort. Donc c'est un anti-hegelien fou. Alors que les fascistes en Italie avec Gentile sont plutôt des hegeliens qui vont tirer Hegel vers l'extrême droite. C'est ça. Voilà. Donc ça explique aussi pourquoi il n'y a pas forcément le même usage du terme totalitarisme. Même en fait, alors c'est très intéressant dans Carl Schmitt, il y a un livre qui est sorti récemment et qu'ils ont traduit, ça s'appelle Du libéralisme autoritaire. C'est la traduction en fait, d'une conférence que Carl Schmitt fait en novembre 1932 au patronat allemand. Donc ils sont entre eux, tu vois, c'est le MEDEF allemand en fait, de l'époque. Et à ce moment-là, en fait, Carl Schmitt, son objectif, ça reste quand même de les convaincre en fait que le programme d'Hitler est tout à fait viable économiquement. Et alors c'est très intéressant cette période-là, 31, 32, 33. C'est Grégory Chemaillou qui fait l'introduction une excellente introduction là-dessus. Il montre bien en gros la genèse le lien entre la pensée de Schmitt et des nazis et le néolibéralisme qui se met en place à ce moment-là. Bon, je vous renvoie à cet ouvrage qui est paru à la découverte, qui s'appelle Du libéralisme autoritaire, qui est vraiment très bien. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est ce fameux concept d'état total chez Schmitt, qu'on rapproche le plus souvent du totalitarisme. Alors, c'est très intéressant parce qu'en fait, chez Schmitt, quand on lit, des fois, état total, c'est positif et des fois, c'est négatif. Et Schmitt, en fait, au début, en fait, quand il commence à parler en 31-32 de l'état total, au début de 32, il parle en fait du welfare state, c'est l'intervention de l'État dans l'économie. Et donc forcément, c'est totalement négatif pour lui. Par contre, à la fin de 32, en prenant modèle l'État italien… welfare state, c'est quand même un terme anachronique, on va dire. Le welfare state, tu l'utilises… c'est anachronique, c'est dans le sens, c'est plus, comment dire, c'est l'intervention de l'État dans l'économie. Tu as déjà à ce moment-là des gens qui commencent à dire qu'en Allemagne, à ce moment-là, qu'il faut que l'État intervienne dans l'économie, la protection sociale, ça existe déjà depuis Bismarck en Allemagne des embryons. Donc il y a vraiment l'idée de l'État total chez lui, c'est très négatif quand ça parle de protection sociale. Et par contre, dès la fin de 32, il commence à employer le mot État total dans un sens positif. Alors il voit bien que ça s'apprête à confusion, et donc il fait une distinction, c'est un peu subtil. Hein. Il y a l'État total quantitatif, ça c'est mal, c'est la gauche, c'est les communistes, etc. Parce qu'il a aussi cette idée-là, c'est les communistes, de l'État total qui prend en charge l'individu du berceau au tombeau et donc qui lui enlève toute autonomie. Donc il y a vraiment ce côté-là très libéral. Et par contre, lui, il appelle de ses voeux l'État total qualitatif contre l'État total quantitatif. Donc on voit à quel point ça devient vraiment un débat un peu bizarre, qui en fait, pour lui, à ce moment-là, le modèle, c'est le fascisme. Et alors c'est intéressant parce que jusqu'à la fin 32, il n'est pas encore persuadé que le NSDAP d'Hitler et va vraiment réaliser un programme comme celui de Mussolini. Il est encore ambigu, c'est pour ça qu'il va avoir quelques mois de latence. Et c'est une fois qu'en gros, début 33, il est complètement rassuré qu'il rejoint à fond le NSDAP. Là-dessus. Donc on voit que, par exemple, chez Carl Schmitt, on voit que là, le concept de total ou même de totalitarisme, non seulement il n'apparaît pas, mais en plus, le concept même de total est employé dans deux sens complètement différents là-dessus, entre le quantitatif, le qualitatif qu'il fait. Et là, on voit vraiment cette idée, c'est qu'il est individualiste, il est anti-État total quand il s'adresse aux socialistes et aux communistes, et il est pro-État total contre l'Occident libéral et en faveur du fascisme. Donc, en gros, en Allemagne, on continue beaucoup à utiliser ce concept de total. Hein. Donc, tu disais jusqu'à la fin de la guerre, Goebbels, c'est je pense pas là, c'est ça, où il emploie voulez-vous une guerre totale et encore plus radicale, etc. Donc, il y a vraiment cette idée-là de totalité qui est mise en avant, mais toujours contre le totalitarisme soviétique. Donc, ce qui fait vraiment un débat qui est à la limite de l'illisible. Et en gros, là-dessus, on a Hannah Arendt qui arrive, donc qui commence à écrire. Alors, c'est un ouvrage assez long, et c'est pour ça qu'on va le voir, il y a plusieurs strates, et que l'ouvrage est incohérent. C'est ce qu'a très bien montré Lozordo. C'est que la rédaction s'étale quasiment sur 10 ans. C'est qu'elle commence à l'écrire
au début des années 40. Et donc, dans ces cas-là, elle est aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est quoi? C'est un allié. L'URSS, pardon, est un allié des États-Unis. Sauf qu'elle finit de l'écrire en 52, au moment où c'est la guerre froide. Donc, au moment où on a retourné. Et en fait, le livre porte la marque de cette cassure. Parce que c'est quoi la thèse d'Arendt? De façon très simple. L'ouvrage est divisé en 3 parties. Et le titre, c'est Les origines du totalitarisme. Et les 2 premiers tomes sont censés montrer quelles sont les origines, justement. Et puis, dans le 3e tome, on fait vraiment une analyse des systèmes totalitaires. Et les 2 premiers tomes, le premier, c'est sur l'impérialisme, notamment le colonialisme britannique, etc., qu'elle met particulièrement en accusation de façon assez juste et assez vigoureuse. Et deuxièmement, c'est l'antisémitisme, notamment, qui naît avec l'affaire Dreyfus. Donc on voit qu'on a tout l'antisémitisme et les délires ethno-nationalistes et ethno-racialistes qui sont la cause d'un côté, et la pratique d'un Occident capitaliste et colonialiste. Tant qu'on suit cette logique-là, on a l'impression que oui, bon, bah, effectivement, le nazisme est l'aboutissement de ça, très bien. Par contre, on ne voit pas très bien ce que l'URSS vient faire là-dedans, parce que le mouvement ouvrier, c'est quand même historiquement l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme, l'antiracialisme, c'est l'héritier de la Révolution française, donc égalité juridique de tous les individus. C'est bien sûr la lutte contre l'antisémitisme, etc. Enfin, même l'URSS a complètement éradiqué l'antisémitisme dans les années 20, 30 et ensuite 40. Donc, on voit très bien que là, il y a un problème quand même, c'est qu'elle commence par mettre en accusation l'Occident libéral, colonialiste et racialiste, et ça finit avec une mise en accusation de l'URSS. Et c'est pour ça que je parle d'acte manqué. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que Hannah Arendt, elle sent un peu le côté scandaleux de sa démarche pour sa classe et pour le milieu dans lequel elle baigne, et donc elle essaye d'amoindrir la chose en fait en mettant à la fin en accusation avec l'URSS. Et sauf que ça donne un ouvrage qui est complètement bancal. Et d'ailleurs, elle adapte en fait l'ennemi en fonction du temps, d'une certaine complètement. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce ne sera pas suffisant. Par exemple, il y a Karl Jasper, alors c'est son grand maître avec Heidegger. Jasper, alors il a une position un peu bizarre. On le qualifie souvent d'antifasciste, enfin d'anti-nazi, ce qui n'est pas faux parce qu'il a dû faire en Suisse vu que sa femme était juive. Sauf que au début de 1936, il n'est pas du tout anti-nazi. Donc c'est quelqu'un qui va le devenir, mais qui n'est pas du tout et qui sera toujours un philosophe de droite, quoi, en gros. Et c'est intéressant parce qu'il y a un autre philosophe allemand à qui Jasper recommandera de lire l'ouvrage de Hannah Arendt parce qu'il en avait entendu parler, mais il ne l'avait pas lu lui-même. Et cet autre philosophe vient voir Jasper, donc il rapporte ça dans ses mémoires, le jour de le cite, et il lui dit, vous savez qu'elle a écrit qu'il y a un lien entre la politique impérialiste britannique et le totalitarisme. Et Jasper tombe de sa chaise à ce moment-là. Il sort un méprisant. Elle a écrit ça, enfin, quelque chose de complètement comme s'il tombait de sa chaise. Et donc, on voit que même en ayant mis cette espèce d'amoindrissement du caractère scandaleux de sa thèse, en mettant en accusation l'URSS, même par rapport au milieu qu'elle fréquente, c'est-à-dire la droite allemande puis ensuite américaine, conservatrice, c'est déjà trop, en fait. Et donc, il y a vraiment cette espèce de côté très bizarre. Et c'est pour ça que l'ouvrage est aussi incohérent. Oui, en fait, j'ai l'impression qu'on s'est servi beaucoup plus de son ouvrage récemment qu'à l'époque, de ce point de vue-là. Il a quand même fait un petit bruit, par contre, on s'en est plus servi en fait, du 3e tome, c'est qu'on a fait abstraction des 2 premiers, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Et je pense aussi que enfin, tu disais, tu avais fait une. Ah oui, le 3e tome, c'est l'URSS, c'est ça, hein? Oui, c'est sur l'URSS et le nazisme. C'est vraiment le 3e où elle analyse la comparaison entre les deux. Alors, je pense aussi qu'on s'en sert beaucoup aujourd'hui pour une raison très simple. Tu avais dit une fois, tu avais fait une vidéo sur le fameux livre noir du communisme, en notant qu'à la fin des années 90, contrairement aux apparences, en fait, l'historiographie, elle est complètement sur la défense. L'historiographie anticommuniste, où tu continues à maintenir la thèse des 100 millions de morts, c'est qu'avec l'ouverture des archives soviétiques, c'est plus une thèse qui est tenable sérieusement. Donc, c'est déjà un livre qui est sur la défensive. Et je pense qu'aujourd'hui, il ramène la Chine parce qu'on peut dire n'importe quoi sur la Chine, il n'y a aucune accusation qui est sortie. De toute façon, tout chiffre en Chine est par définition énorme, et toutes les famines, de toute façon, sur la Chine sont. On n'a aucune archive. Non, mais en plus, on n'a aucune archive sur la Chine. Surtout, on oublie de dire que c'est les Chinois qui ont mis fin aux famines, mais bon, les communistes, excusez-moi, les communistes chinois qui ont mis fin aux famines. Et donc, l'historiographie aujourd'hui, enfin, comment dire, je pense qu'on a une offensive antitotalitaire particulièrement virulente, premièrement politique, hein, parce qu'on traverse une période de fascisation, mais aussi parce qu'elle est sur la défensive aujourd'hui, cette thèse du totalitarisme. J'en veux juste pour preuve, tu vois, quelqu'un comme Yuan Chapoutot, qui n'est pas communiste pour dessous, Yoann Chapoutot, qui n'est pas communiste pour dessous, dit très clairement dans une interview qu'il ne se sert pas du concept de totalitarisme parce que ça ne lui apporte rien. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on assiste aujourd'hui avec l'arrivée, on va dire, sur le milieu de la recherche, parce qu'il faut quand même, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que des chercheurs commencent à faire autorité, il faut qu'ils aient 40 ans quand ils sont jeunes, 50 ans quand ils sont un peu moins jeunes, ou 60 ans. Donc, ce qui veut dire que ça fait du temps. Or, on commence à avoir une jeune génération de chercheurs qui a 40, 45, 50 ans.
qui est plus des chercheurs qui ont été formés à l'époque de la guerre froide, et donc qui ont plus cette espèce d'impératif, cette chape de plomb, comme on a pu l'avoir il y a 30 ou 40 ans, sur la guerre froide, il faut descendre l'URSS, et donc ils peuvent analyser les choses de façon plus nuancée, et en plus, maintenant, on a les archives soviétiques qui sont ouvertes. Et c'est intéressant, c'est que ça commence depuis une trentaine d'années, mais ça revient en force, j'ai l'impression, ces dernières années. Je vais donner des noms et je vais dire pourquoi. Ce qui revient en avance sur l'étude tant du régime nazi, c'est l'histoire sociale, c'est l'histoire économique. Le grand historien qui a fait une synthèse récemment décisive, c'est Adam Tooze, qui a publié un livre en 2012, et c'était, j'ai oublié le titre, c'était publié aux Belles Lettres, c'est l'économie de... Bon, vous regarderez, il n'y en a publié que deux aux Belles Lettres, c'est assez rapide, je crois que c'est l'économie du gaspillage, quelque chose comme ça, ou l'économie de la misère, enfin bref, je ne sais plus exactement ce que c'est. Et en fait, il fait une analyse sociale, en fait, en partant de l'infrastructure du régime nazi. Et c'est des thèses qui continuent de plus en plus à faire leur nid. Par exemple, Arte, au début de l'année, ont fait un documentaire plutôt de qualité, ça change de Arte, de leur délire contre la Chine. Ils ont fait un documentaire qui s'appelle Les nazis et l'argent, où Adam Tooze est interviewé. Et toutes les thèses qui sont soutenues dedans, c'est des thèses de ce livre-là. En fait, c'est des thèses qui font l'analyse de, voilà, c'est quoi l'économie nazie, comment elle fonctionne matériellement. Or, là, on voit vraiment le lien avec les économies libérales occidentales. Complètement. Là, justement, elle expose complètement la thèse du totalitarisme. Elle n'est plus du tout tenable. Parce que ce qu'on voit très clairement, c'est que le nazisme, c'est le statut suprême de l'impérialisme. C'est-à-dire que c'est l'impérialisme le plus rapace, le plus criminel, le plus meurtrier, qui fait travailler des individus jusqu'à les faire mourir de faim et qui fait de la rapacité pour pouvoir conjurer la bestialité. Oui, c'est-à-dire que voilà, donc qu'on comprenne bien, parce que j'ai l'impression que donc tu récuses le terme de toute façon pour presque tous les régimes. Tu penses que c'est pas un terme qu'on peut utiliser. Oui, même pour le nazisme, c'est pas. Ni pour l'Allemagne nazie. Alors que pour l'Allemagne nazie, tu penses le concept le plus opérant, c'est celui de Lénine, qui s'appelle l'impérialisme en fait. Complètement, bien sûr. Voilà. Et là, parce que ça rend bien compte des contradictions. Voilà, c'est ça. Donc tu reviens le totalitarisme, pour moi, même si on dit juste que sans parler de l'URSS, même si on dit juste que le nazisme est totalitaire, en fait, on blanchit complètement le libéralisme et le capitalisme et l'impérialisme et toute leur responsabilité dans le nazisme. C'est ça aussi l'objectif. Oui, on fait tout à fait. Non, mais je crois qu'il faut comprendre que la Seconde Guerre mondiale a vu l'affrontement pour l'historiographie dominante de trois forces qui sont les démocraties dites occidentales, les régimes fascistes et le régime communiste. Le problème, c'est que si on est un marxiste, dirait que les démocraties occidentales et le régime fasciste sont le même type de système parce que d'un point de vue strictement économique, en termes de base économique simplement, à des degrés de développement différents. Pour les démocraties occidentales, ils ont besoin du concept de totalitarisme pour faire un lien. Un lavage de machine, un lavage de machine, là. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont besoin de ce concept de totalitarisme. On voit à quel point c'est faible comme théorie. Et bon, je ne parle même pas des fascistes, pour qui de toute façon Moscou et Washington sont liés parce qu'il y aurait un complot judéo-maçonnique ou je ne sais quoi. Oui, c'est le juif Staline et le juif Roosevelt. Voilà, le niveau des arguments, effectivement, c'est les mêmes capitaux qui ont financé Octobre 17 et je ne sais pas. Voilà. Voilà. Enfin, en tout cas, sur ces trois entités, ce qu'il faut, c'est aussi savoir quelle thèse. Bon, on exclut évidemment par définition la thèse, sinon on ne serait pas là à en parler, la thèse fasciste. Mais en fait, il faut comprendre que d'un point de vue strictement marxiste, il faut insister sur le lien entre le fascisme et les dites démocraties occidentales, parce que ces démocraties abandonnent leur masque démocratique dans les périodes les plus difficiles, les plus dangereuses, et d'ailleurs se transforment en fascisme chez elles en Occident, et de toute façon pratique l'impérialisme au quotidien. Coloniaux, voilà, c'est ça. Et effectivement, donc l'opposition à cette thèse, c'est la thèse du totalitarisme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle devient une idéologie dominante. Aujourd'hui, c'est pour conjurer la thèse léniniste de l'impérialisme, on a besoin de cette thèse du totalitarisme. Là, et aussi, souvent pour expliquer, on dit toujours qu'il faut expliquer aux jeunes, mais là je dirais qu'il faut expliquer plutôt aux plus âgés qui nous écoutent, parce que maintenant on a des manuels de totalitarisme, il faut comprendre ça, dès le collège. Par exemple, on va vous montrer les portraits d'Hitler et Mussolini, et à côté, qu'est-ce qu'on met? Même pas Staline, hein, l'Internationale. Les paroles de l'Internationale, parce que du passé faisons table rase, enfin des phrases un petit peu radicales Je le dis d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent, j'étais tombé là en faisant une petite recherche sur un document officiel qui est mis en ligne par l'Académie de Besançon, donc c'est le rectorat qui le met en ligne, donc c'est le cran au niveau de l'éducation qui est juste en dessous du ministère. Et ce texte-là, donc c'est un PDF, c'est un document pédagogique à la direction des enseignants, que les enseignants utilisent soit directement, soit pour construire leurs cours. Donc là, c'est sur le totalitarisme. Et pour dire à nos éditeurs le niveau qu'on a atteint, c'est que on commence il y a 6-7 pages, et chaque page, c'est une planche d'une BD de Tintin, d'accord, de Tintin au pays des soviets.
Qui est censé expliquer l'Union soviétique. C'est ça, qui juge l'Union soviétique. Et ensuite, on prend par exemple une affiche de propagande ou un fait, par exemple, et on dit, voyez, ça correspond à ce qui est raconté dans Tintin au pays des soviets. Donc, pour dire le niveau, c'est pour ça que je dis que en fait, aujourd'hui, cette thèse-là, elle est sur la défensive, parce que le niveau qu'ils sont obligés d'atteindre, c'est-à-dire que Tintin au pays des soviets, c'est une source historiographique. C'est ridicule, c'est grotesque. Mais voilà, là, j'ai même pas besoin de faire des arguments pour le démontrer. Enfin, le pire, je me sens même obligé de défendre. De l'Ouest. Et je me sens même obligé de défendre Hergé parce qu'il faut reconnaître que le Lotus bleu, quand il écrit le Lotus bleu, contre l'impérialisme japonais, il avait déjà beaucoup évolué lui-même. Et je crois qu'il s'en est rendu compte à quel point qu'il a. Faudrait vérifier dans les détails, mais je crois qu'il n'a pas voulu la réédition de Tintin au pays des soviets. C'est possible, d'ailleurs, il n'est toujours pas colonisé. Ouais. Et voilà. Et donc voilà, pour dire le niveau qu'on atteint. Et donc aujourd'hui, en fait, pourquoi on a l'Union européenne qui nous harcèle avec le totalitarisme, pourquoi on a les manuels qui nous harcèlent là-dessus, pourquoi on a Valeurs Actuelles qui fait une par semaine quasiment là-dessus, et pourquoi Stéphane Courtois va vomir où il peut partout et qu'on a des livres qui sortent partout là-dessus, c'est parce qu'il faut absolument combattre en fait ce mouvement objectif qui se fait dans la recherche. La recherche, Georges Gassot parle souvent a raison d'ailleurs, du mouvement objectif de la recherche qui est matérialiste dans la science et qui découvre de la dialectique dans les sciences de la nature. J'ai envie de dire, dans les sciences historiques, les chercheurs, quand même ils ne sont pas marxistes, quand même ils ne sont pas communistes, ils découvrent en fait, objectivement, comme ils sont obligés de s'intéresser à ça sans a priori, ils sont amenés à s'intéresser à l'économie comme base des phénomènes. Et comme ça pousse de plus en plus, c'est de plus en plus évident dans la recherche aujourd'hui, c'est de plus en plus hégémonique qu'il faut passer par l'analyse infrastructurelle. Pour comprendre le régime nazi en tout cas, une fois qu'on commence à faire ça, la thèse elle est plus du tout tenable. Enfin, elle explose complètement. C'est-à-dire que les rapprochements entre nazisme et Occident, enfin les puissances occidentales, déjà c'est visible. Puis même, si on fait une histoire, par exemple, Moshe Lewin, même s'il était plutôt khrouchtchevien, de quoi? Trotskiste. Oui, trotskiste, mais c'est Trotsky, mais beaucoup Khrouchtchev. C'est un peu bizarre, comme. Oh non, à mon avis, Khrouchtchev, c'est un Trotsky au Kremlin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il avait quelques penchants boukhariens aussi un peu bizarres. Enfin, moi, c'est un peu bizarre, mais bon, son histoire sociale est intéressante parce que justement, il nous épargne ses thèses sur le totalitarisme et il fait vraiment une analyse. Oui, il y a une analyse de la paysannerie, par exemple, chez lui. Quand on fait la comparaison entre les analyses de Moshe Lewin, par exemple, sur la base sur l'économie sociale, l'histoire sociale soviétique, l'économie, et celle du nazisme, il n'y a rien de commun. Enfin, c'est pas possible, justement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on arrive à cette différence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la thèse du totalitarisme, ils sont quand même bien embêtés. C'est qu'en fait, ils doivent faire abstraction de tout. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, je prends juste cet exemple-là, et je pense que ce sera un argument qui sera parlant pour nos auditeurs. C'est quoi l'Allemagne nazie quand Hitler arrive au pouvoir? C'est quoi quand il la quitte? Et c'est quoi que l'URSS quand les bolcheviks arrivent au pouvoir? Et quand Staline meurt? On compare juste les deux, on va comprendre le problème. C'est-à-dire que l'URSS, quand les bolcheviks arrivent au pouvoir en 17 ou en 23 à la fin de la guerre civile, c'est un pays qui a ravagé, c'est un pays archaïque par la guerre civile, par la guerre mondiale, c'est un pays qui est archaïque, c'est un pays qui a subi le tsarisme depuis des années, c'est un pays qui est encerclé de toutes parts, qui est complètement asphyxié, c'est le pays le plus arriéré de l'Europe, et quand Staline rend l'URSS meurt donc en 53, c'est la première puissance industrielle de l'Europe, c'est la deuxième puissance industrielle mondiale, et Churchill disait on ne peut pas être juste envers Staline si on ne comprend pas qu'il a trouvé l'URSS avec la charrue à bœuf, donc le Moyen-Âge, et qu'il l'a rendu avec l'arme atomique comme sommet de la science. Et c'est une société en 53 qui va survivre 40 ans. La société soviétique, il faut quand même oublier ça à tous les fous furieux anti-staliniens, c'est que l'URSS a quand même existé 40 ans sans Staline, donc il faut quand même analyser le phénomène de façon plus large. Donc, objectivement, on voit qu'on a un développement énorme d'un pays qui était archaïque. L'Allemagne, on compare, en 1933, l'Allemagne, c'est un des pays les plus cultivés d'Europe. C'est le pays le plus moderne d'Europe. Ça, on a souvent tendance à l'oublier, mais même au niveau infrastructurel, au niveau de la superstructure étatique, au niveau de la modernisation de l'État, des fonctionnaires, l'Allemagne, à cause des réformes de Prusse qui ont été imposées par en haut, la révolution par en haut qu'ils ont fait dans les années 1820, c'est important pour comprendre. En Prusse, il faut le dire. Prusse. Et puis après, ça va s'étendre à toute l'Allemagne quand ils vont faire l'unité. En fait, l'Allemagne, c'est un pays qui est extrêmement performant au niveau de l'étatique, contrairement à la Russie tsariste. C'est le pays le plus performant là-dessus, c'est le pays de culture, bien entendu, gigantesque. C'est un pays qui est le plus industrialisé d'Europe. Donc, on voit qu'on n'est pas du tout en Russie en 1923. Et quand Hitler meurt en 1945, l'Allemagne, c'est l'année zéro. L'Allemagne, ça n'existe plus, il n'y a plus d'Allemagne, c'est fini. Donc, on voit qu'il y en a un qui a mené son peuple dans le mur,
en tuant la moitié de l'Europe, et l'autre qui, au contraire, a libéré la moitié de l'Europe et a, au contraire, octroyé à son peuple un développement Et envoyer un absolument signal gigantesque. aux peuples coloniaux Voilà. aussi. Parce que... Donc, en plus, oui, c'était le Ça symbole posait absolu. une guerre d'asservissement, bien sûr. Oui, tout à fait. Il n'y a rien de comparable là-dedans dans les deux Alors, perspectives. c'est vrai que je pense que quand même, il faut se faire l'avocat du diable au sens où bon, bah, le phénomène qu'on a vu en Occident, là, qui est le phénomène des Lumières, met du temps de toute façon à produire tous ses fruits. Déjà, il y a une manière de détourner aussi l'enseignement des Lumières. Ça a été, il y a Adorno qui en a pas mal parlé avec Horkheimer, mais il y a d'autres manières de les détourner. Mais c'est quand même un bien, les Lumières. Hein. Il faut défendre les Lumières. Et c'est sûr que bon, bah, des phénomènes qu'on a vus à l'époque de Lysenko, même si on peut revenir sur l'épigénétique, comme le fait très bien d'ailleurs mon ami Guillaume Suin, hein, sur le débat sur l'hérédité des caractères acquis, mais la thèse des deux sciences était utilisée de manière donc, il y avait ce phénomène-là, mais comme tu dis, il faut voir d'où on partait dans les années du D'ailleurs, c'est très bien que tu parles de Lysenko parce que c'est, comment dire, déjà, c'est pas dire à nos éditeurs de rappeler que celui qui s'est presque le plus opposé à Lysenko en URSS, c'est quasiment Staline, hein, qui a fait les mises au point. Et pour quelle raison, comme dit Sèvres? Alors, c'est intéressant parce que. Il y a des notes, paraît-il, c'est dans le bouquin de Suin, où Staline dit que la thèse des deux sciences est erronée. Donc, oui, justement, c'est ce que je dis, c'est que c'est lui qui s'est le plus opposé sur Lysenko. Et en fait, alors c'était intéressant. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, il y a une note de Staline où il dit que c'est erroné. Ouais. C'est ça, il dit que c'est erroné. Et en fait, ce que dit Seb, c'est que c'est pas du tout étonnant. C'est que le stalinisme, épistémologiquement, si jamais il a un défaut, c'est d'être un objectivisme scientiste, alors que le lysenkisme, c'est un subjectivisme historicisant. Et là, d'ailleurs, on voit bien l'antagonisme total avec l'épistémologie fasciste. C'est que l'épistémologie fasciste, c'est un subjectivisme complètement irrationaliste, alors que le stalinisme, à l'inverse, c'est plutôt, s'il a un défaut, d'être un objectivisme scientiste, avec un formalisme dialectique des fois qui est peut-être un peu lourd. Enfin, on pense tous à le fameux passage dans Matérialisme historique et Matérialisme dialectique où on a quasiment l'impression à un moment donné où il faut être révolutionnaire en politique parce que le bout à 100 degrés. On peut un peu avoir ce côté-là. Bon, il fallait forcer le trait à l'époque, hein, c'était une période particulière. Mais donc, on n'est pas du tout sur les mêmes bases épistémologiques. Et en fait, alors, ce que fait, je prends juste un exemple parce que peut-être. Il y avait un débat sur la linguistique qui était très intéressant. Alors, le fait est que Staline rentre dans ce débat, une manière de trancher le débat, c'est sûr. Mais il rentrait aussi avec des critères qui sont ceux du débat intellectuel. Et on peut dire que souvent, d'ailleurs, dans cette question, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore faire débat au point de vue linguistique, mais il a raison d'intervenir politiquement. Il intervient avec un certain pragmatisme, en fait. Bien sûr. Pour le coup, on voit que c'est un militant qui est bien formé, Staline. Hein. Pour le coup, c'est un militant bolchevique de la première heure qui est tout à fait bien formé sur le plan théorique. Non, je prends juste un exemple là, pour éclairer un peu nos éditeurs, parce que tu dis effectivement, il faut se faire l'avocat du diable et essayer de voir comment est-ce que Arendt justement essaie de prouver la thèse là. Et je vais prendre un exemple. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, parce que si les lecteurs, je les incite à lire, enfin, nos éditeurs à lire l'ouvrage d'Arendt. Pour une raison très simple, c'est que on a l'impression que c'est un catalogue en fait. C'est-à-dire qu'il y a un jeu d'analogie. Et comme en fait pour Arendt, elle donne une définition du totalitarisme. Elle dit le totalitarisme, c'est un État qui vise à la domination totale. Bon, alors il n'y a aucun État dans l'histoire, c'est sa thèse, hein, c'est qu'il n'y a aucun État dans l'histoire avant l'URSS et l'Allemagne nazie qui n'ait visé la domination totale. Bon, ça lui appartient. Et en fait, comme on ne sait pas ce qui est essentiel pour définir un régime politique chez Arendt, puisqu'elle refuse de donner des thèses qui pourraient l'engager là-dessus sur le plan vraiment philosophique, eh bien, en fait, on se retrouve à faire un catalogue. Et donc, on énumère toute une série de traits. C'est le gros problème des empiriques. Il y a un exemple absolument. Il y a un exemple absolument hilarant à ses dépens, c'est qu'elle dit qu'un des traits particuliers du totalitarisme, c'est que les partis n'ont pas de programme. D'accord, les partis n'ont pas de programme politique défini. D'accord, c'est un refus des programmes. Alors, je ne sais pas comment elle le démontre avec les bolcheviks, qu'il n'y a pas de programme. C'était vrai, par contre, pour les nazis, qu'il y avait une forme de refus du programme, puisqu'ils allaient un peu au petit bonheur la chance. Et alors là, on tombe sur un argument absolument délirant. J'allais dire, c'est propre aux sociodémocrates aussi. Le mouvement et tout, le but n'est rien. C'est ça, le mouvement et tout, le but n'est rien. Non, mais là, tu vas voir comment on est dans le sophisme pur. C'est qu'elle dit, prémisse de base, le mussolinisme n'est pas un totalitarisme. D'accord ? Deuxième prémisse, un des propres du totalitarisme, c'est le mépris des programmes. Troisième prémisse, l'Italie fasciste et Mussolini avaient un mépris des programmes. Conclusion, donc Mussolini et le mussolinisme n'est pas un totalitarisme. Quand bien même il aurait une caractéristique essentielle du totalitarisme. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans le n'importe quoi là-dessus. Donc ça montre un peu la rigueur de la chose. Et un exemple qui m'avait frappé sur la comparaison entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Comment est-ce qu'Arendt veut le montrer? Elle prend un phénomène, elle dit, en gros, il y a un doublement à la fois en Allemagne nazie et en URSS, il y a un doublement des structures étatiques par les structures du parti. En gros, c'est qu'on dédouble chaque fonction. D'accord? Donc, en fait, c'est le phénomène de la bureaucratie et où la bureaucratie du parti se surajoute sur la bureaucratie étatique. Et donc là, c'est intéressant parce que
on voit que si on fait une analyse purement synchronique à un instant T, on peut trouver des points de comparaison. Seulement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le totalitarisme, ça privilégie la synchronie, donc c'est-à-dire le fait d'analyser quelque chose à un instant T, au détriment de la diachronie. C'est que, comme j'ai dit, l'État nazi, l'État allemand en 1933, quand les nazis prennent le pouvoir, ça n'a rien à voir avec l'État russe quand les bolcheviks prennent le pouvoir. Et donc, on voit que le doublement des structures étatiques par celle du parti, chez les bolcheviks, ça vise à construire un État, parce qu'on a un État archaïque, et donc à le moderniser, alors qu'à l'inverse, chez les nazis, ça vise à détruire cet État-là. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, comment dire, oui, parce qu'il y a la haine de l'État, il faut créer la Gemeinschaft, c'est-à-dire la ça. Oui, complètement, c'est vraiment l'État contre la Gemeinschaft. Il y a une loi qu'on a beaucoup oubliée, qu'on ne cite jamais, c'est une loi du 1er février 1936, c'est les lois sur le travail national. Elles ne sont pas traduites d'ailleurs en français, ni en anglais, vous pouvez les trouver qu'en allemand. Et donc, c'est des lois en fait qui dictent en gros voilà, comment les nazis réglementent le travail. Et donc, c'est intéressant. Donc, premièrement, comment dire, toutes les administrations sont désormais considérées comme des entreprises au point de vue juridique. Ça, c'est très intéressant. C'est vraiment le discours managérial macronien complet. C'est que dans la loi nazie, toutes les administrations sont des entreprises. Donc là, on voit comment le doublement par le NSDAP des structures étatiques, en fait, ça vise à détruire ces administrations. Ça vise à détruire les structures étatiques qui sont déjà formées. Alors qu'à l'inverse, le doublement des structures étatiques par le parti du côté soviétique, ça vise à construire un État moderne. Donc on voit qu'on a une convergence de méthodes à un instant T qui en fait cache au niveau du contenu d'un point de vue diachronique un antagonisme complet. Et donc, dans ces lois sur le travail, premièrement, donc, les entreprises sont des administrations. Deuxièmement, les salariés sont définis comme Gefolgschaft. Et Gefolgschaft, en allemand, c'est la suite seigneuriale. Donc, il y a vraiment une métaphore comme tu dis, on veut rétablir la Gemeinschaft. Et la Gemeinschaft, c'est quoi le modèle de cette société-là? C'est le féodalisme. Et donc, on reprend même les termes du féodalisme pour décrire la relation entre le patron et ses salariés. Et alors, c'est le plus intéressant, ça. Je pense que je le dis à nos auditeurs parce que c'est jamais dit nulle part et cette loi-là n'est pas traduite. C'est une loi qui introduit un concept, un statut juridique qui est Führer des Betreibes. Donc littéralement, c'est le guide d'entreprise. Le Führer, c'est le guide, c'est celui qui conduit le guide d'entreprise. Chaque patron est Führer dans sa propre entreprise, en fait. C'est ça que ça C'est ça. Et alors ça c'est intéressant parce qu'au début, moi, j'avais l'impression que c'était chef d'entreprise. Donc je le traduisais par chef d'entreprise parce que j'ai commencé à traduire le texte. Oui. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que si on va plus loin, le Führer des Betreibes, le chef d'entreprise, n'est pas forcément le propriétaire juridique. Donc, ce n'est pas forcément le patron au sens juridique. En fait, c'est un manager au sens strict. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément propriétaire juridique de l'entreprise, mais qui a, et la loi précise que ce Führer des Betreibes, ce guide d'entreprise, il a tout pouvoir pour régler les problèmes dans la suite et les problèmes d'organisation du travail dans la suite, donc chez les salariés. La Gefolgschaft. C'est ça, la Gefolgschaft. Et donc, ça veut dire que c'est une loi qui donne les pleins pouvoirs à des managers, en fait. Donc là, on est dans quelque chose, c'est pour ça aussi qu'on voit l'utilité du concept de totalitarisme, c'est que ça permet de refouler ça. Et tu vois la puissance du refoulement, c'est que cette loi-là, j'ai fait des recherches soit sur Internet ou en bibliothèque, elle est traduite ni en français ni en anglais. Pour te dire la puissance du refoulement quand même. Celui qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est Victor Klemperer, qui était un philologue allemand des années 30, qui a beaucoup utilisé la langue communiste. C'est ça, qui a beaucoup utilisé la langue nazie, mais qui est devenu communiste en RDA. Il a choisi de rester un des rares qui a choisi de rester en RDA avec sa femme après la libération, en disant que, parce que lui, il est de Dresde, donc de toute façon, c'était en RDA, mais il disait, j'ai choisi avec ma femme de rester en RDA parce que je savais que ce serait là qu'il y aurait vraiment une dénazification et qu'à l'Ouest, la dénazification ne serait pas faite. Donc, c'est quelqu'un en fait, qui est devenu communiste pendant la guerre, mais il n'était pas du tout à la base. Et c'est lui, justement, qui fait cette analyse et qui m'a mis la puce à l'oreille là-dessus. Donc, je l'ai regardé cette loi-là. Elle est absolument délirante. Personne n'en parle jamais dans les livres d'histoire. On la traduit même pas. On n'en fait même pas mention, etc. Oui. Sauf quelqu'un qui a vécu l'événement au moment T. Mais il y a un refoulement, une forte vision, dirait Lacan presque, de ça. Parce qu'on voit bien le lien aujourd'hui avec le néolibéralisme managérial. Enfin, c'est des lois que pourrait contresigner Macron. Il y a aussi des mots qui sont difficiles à traduire, mais qui font partie de l'imaginaire, entre guillemets, nazi. C'est par exemple la Gleichschaltung. Alors, on traduit toujours par mise au pas, mais c'est difficile à traduire parce que c'est à la fois une mise au pas, mais ça veut dire il y a une idée de l'égalisation des vitesses d'une voiture, c'est-à-dire en même temps comme une fusée qui doit partir. Il y a un volontarisme, je sens très managérial aussi, qui participe. C'est une égalisation. Voilà, à la fois on égalise. Il y a aussi l'idée d'homogénéisation, parce que tu peux avoir Gleichschaltung, c'est l'idée d'homogénéité raciale en fait, Art. Oui, exactement. Tu as l'idée quasiment d'homogénéisation raciale, etc. Et puis, il y a des mots qui ont changé de sens, parce que, par exemple, le mot folkish, ça venait a priori de folk, mais aujourd'hui, ça veut dire carrément raciste, puisque l'utilisation quand vous allez les nazis, le mot est utilisable. Hein. Donc,
Alors qu'à l'origine, si tu regardes par exemple l'anglais, enfin, la musique folk par exemple, Bah oui, la musique c'est folk, oui, populaire hein, au sens effectivement. le plus basique du terme. Mais oui, c'est le principe de la LTI, c'est qu'on reprend les termes, on les change. J'ai vu par exemple qu'ils avaient aussi un truc, c'était ils avaient un terme, c'était justement avec le Volkisch, c'était Volkisch-Genos. Et en fait, Genos, c'est camarade en allemand, mais camarade au sens communiste. Et sauf que Volkisch-Genos, ça devient camarade de race, en fait. C'était la façon de se saluer. Donc, on reprend en fait Oui, le oui. vocable communiste de camarade Oui, pour alors, mettre un vocable raciste justement, derrière. je vais essayer d'aborder tous les sujets qui fâchent. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, les fascistes ont essayé de copier les communistes, puisque pour les Complètement. détruire, Complètement. y compris, par exemple, les mouvements de masse. Alors, ben, là, justement, il y a le journaux qui cite un. Parce que ça, justement, ah oui, ça, ce sera, je le dis pour les auditeurs, parce que tu as raison de mettre l'accent là-dessus. Quelqu'un comme Hayek, par exemple, là, ça va être du caviar pour lui, parce qu'il va y aller à fond en disant voilà, vous voyez, les nazis, ils copient le vocable, ils copient les mots d'ordre, ils copient les structures de parti, Oui, etc. mais à chaque fois, Et il les donc, détourne, hein. ça veut dire que c'est pareil. Et comme tu Alors, dis, non il les seulement il les détourne pour une détourne, mais même organisation de la société qui est féodale quasiment. Enfin, c'est ça qui est. complètement. Et tu as un texte de Boukharine que cite, je crois que c'est le 23, c'est un texte de Boukharine que cite Lozordo, qui est très intéressant parce qu'il répond quasiment par avance à Hayek, où Boukharine note qu'effectivement, on a beaucoup de partis d'extrême droite qui commencent à imiter le parti bolchevique. Et il dit, il n'y a rien d'étonnant à ça, c'est que comme c'est une structure politique qui marche extrêmement bien, bah, quand vous êtes en guerre ou dans un combat par rapport à votre adversaire, bah, vous prenez les techniques qui marchent. Si vous avez une guerre entre deux armées, qu'il y a une armée qui fait une innovation tactique, que va faire l'armée d'en face? Elle va la prendre pour pouvoir la copier, innover et pouvoir battre l'autre armée. Et donc, si vous avez une structure de parti qui fonctionne à un moment donné dans l'histoire entre les partis bourgeois et prolétariens, bah, j'ai presque envie de dire c'est normal que les partis bourgeois copient les partis prolétariens puisque ça marche hein, à ce moment-là. Enfin, les partis bourgeois sont terrorisés par la montée du mécanique, bolchevisme. c'est comme ça qu'au FN, on a toujours un comité central, par exemple, et un bureau Oui, politique. voilà, Parce ce que genre de justement, choses. ça a été calqué sur le Parti communiste, d'un point de vue, évidemment pas pour le contenu, y compris, il y a toujours un culte du chef, évidemment, ces partis qui Et n'a puis, rien à voir avec on voit aussi, ça c'est un peu le lien avec peut-être le FN-RN des 10 dernières années ou ouais. 15 dernières années. Il y a toujours un besoin chez la pensée d'extrême droite d'emprunter des formes à la gauche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très intéressant, ils peuvent rarement se présenter de façon pure. C'est-à-dire que Marine Le Pen, il y avait un moment, je me souviens en 2012, c'était limite plus à gauche qu'au tumeur, il faut nationaliser les banques, sortir de l'Union européenne, machin, enfin, tout nationaliser, etc. Enfin bref, on avance à cette impression-là. Parce qu'en fait, comme c'est une doctrine qui est quand même assez faible sur le fond, théoriquement, premièrement, et qu'en plus, ils peuvent plus trop s'avancer à visage découvert et que c'est toujours des mouvements réactifs. Ils réagissent à des changements dans la société. Ils ne peuvent pas s'avancer à visage découvert et donc ils sont obligés d'emprunter dans la forme la peau en fait de mouvements de gauche, tout simplement. Oui, c'est le gros problème des réactionnaires. Et c'est pour ça qu'on retrouve le mot socialiste, par exemple, dans le NSDAP. Et alors, autre question, parce que je pense que ça a embrumé le débat, c'est aussi la notion de dictature, et notamment de dictature du prolétariat. Parce qu'il faut aussi quand même défendre la dictature du prolétariat, parce que c'est comme concept marxiste. J'allais dire peut-être comme concept absolument marxiste, comme ce qui définit même est marxiste, celui qui est pour la dictature du prolétariat. C'est ce que dit Marx dans la lettre avec Damer. Hein. C'est la pas moi fameuse qui ai lettre de inventé l'idée des 1852. classes. Ouais. Voilà. C'est ça. Je veux dire, c'est pas moi qui ai inventé le concept de l'idée des classes. Mon apport, c'est de montrer que la lutte des classes, elle mène à la dictature du prolétariat. Alors là, tu as tout à fait raison, c'est qu'en fait, le mot dictature a changé de sens entre le 19e et le 20e siècle. C'est-à-dire que, je le dis pour nos auditeurs, donc la dictature, à la base, c'est une institution romaine. Et chez les Romains, c'était une institution qui était limitée dans le temps. Un an. Et c'est ça, 6 mois, il me semble. Ça dépend des périodes, mais je crois que c'était en 6 mois et 1 an. C'était une institution qui était limitée dans le temps. Et en gros, le Sénat votait les pleins pouvoirs à un homme, généralement un consul ou un ancien consul, qui était dans l'idée romaine choisi pour sa vertu, bien entendu, hein, sa vertu exemplaire, et qui était censé retourner. Alors généralement, en fait, l'idée, le chef de base, c'est on a un ancien consul qui était exemplaire par sa vertu, qui est à la retraite, qui est retiré dans Salatifunda à la campagne romaine. On va le chercher pendant 6 mois. Il accomplit la mission de sauver la République. Voilà, c'est ça complètement. Voilà. On est obligé de l'arracher à sa charrue et donc on le force à sauver la République, à rendosser la chose. Et puis il doit rendre le pouvoir avant les 6 mois, avant même il mettait même un point d'honneur à le rendre avant. Et il retourne justement à son occupation. Alors, en dehors de l'aspect idéologique et romanesque tout à fait intéressant par ailleurs. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, c'était un moyen, une institution dans le droit pour sauver, on va dire, la République et la possibilité même du droit à l'État, sans avoir à modifier le droit. Alors ça, c'est intéressant parce que si on compare avec les politiques actuelles, on voit qu'en permanence, dès qu'il y a une crise, nos gouvernements bourgeois, ils modifient le droit commun pour pouvoir répondre à cette crise-là. Parce qu'il nourrit des processus autoritaires. L'idée des Romains, alors qui pouvait avoir des aspects idéalistes, mais il faut quand même un peu la défendre là-dessus, c'est que si jamais on veut préserver, on va dire, le droit standard, commun, hors des périodes de crise, eh ben, pour pouvoir le préserver, on le suspend grâce à cette institution qui s'appelle les dictatures, pour pouvoir justement, quand on revient à la période normale, ne pas avoir modifié ce droit-là, en fait.
Donc, il y a vraiment cet aspect quasiment progressiste, hein, le fait qu'il ne faut Oui. pas modifier en permanence le droit. La notion, le droit romain a tellement marqué l'Occident, enfin l'Europe, hein, même non, que… mais voilà, on va pas faire une loi pour un fait divers comme aujourd'hui. C'est ça l'idée des Romains, c'est que le droit, c'est quand même quelque chose d'important et on va pas le changer dès qu'il y a un problème. Et puis en plus, on peut pas gérer une situation de la même façon dans une période normale que dans une période de crise. Ça semble tout à fait évident et il faudrait être absurde pour pouvoir dire la même chose. Et donc, en gros, ce que Marx et Engels entendent par dictature du prolétariat au XIXe siècle, c'est l'idée de Marat, en fait. C'est une dictature. Alors, Marat, il avait l'idée de pas de dictature de classe, mais de dictature plébéienne, populaire, pour pouvoir sauver la République. Des fois, avec un côté un peu romantique, hein, on a l'impression que ça va durer 3 jours et puis on va décapiter tous les ennemis de la République. Marat insiste sur le côté provisoire. Ensuite, c'est fini, on revient à la normale. Oui, parce que de toute façon, il a la République romaine dans sa tête, hein, de toute façon. C'est ça. Et donc, l'idée de Marx, c'est ce modèle-là jacobin, mais entendu dans un sens de classe, c'est-à-dire que c'est la classe du prolétariat qui a cette dictature-là, qui exerce cette dictature. Et donc, il y a l'idée que c'est limité dans le temps. Bien sûr, c'est pour faire face à une situation d'urgence. Et puis, de toute façon, il faut aussi être honnête. Comment est-ce qu'on peut instaurer un droit prolétarien ou changer de mode de production en respectant le droit bourgeois? C'est tout à fait impossible, puisque c'est la bourgeoisie elle-même qui produit les lois qui l'avantagent. Donc, la source du droit bourgeois, c'est la domination de la bourgeoisie. Et donc, on comprend bien que si le prolétariat prend le pouvoir et qu'il exerce sa domination, le droit bourgeois ne peut pas être sa source. Et donc, il est obligé de suspendre ce droit-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit faire ce qu'il veut, etc. C'est d'où l'intérêt d'un parti. Et c'est ça qui distingue d'ailleurs les communistes des anarchistes, parce que les anarchistes, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on va faire de la grosse jacquerie. Et donc, une jacquerie, c'est la porte ouverte au débordement, au règlement de compte personnel, au grand n'importe quoi, alors que l'idée du parti structuré, discipliné, c'est justement pour éviter ce genre pour éviter les débordements. Hein. Le concept de dictature, c'est censé éviter ça. Oui, alors je suis sûr qu'il y a plein de gens de bonne foi qui doivent penser qu'il faut éviter le parti pour justement se garantir du totalitarisme, puisqu'on leur enseigne, alors qu'en fait, justement… Oui, mais c'est ça le problème. Alors qu'au contraire, on voit bien que les révolutions ne soient pas des jacqueries. Oui, voilà, c'est ça. On voit bien que la spontanéité, au contraire, c'est ça qui mène à la jacquerie au sens le plus… vraiment des bas instincts de règlement de compte les plus personnels, parce qu'en plus, ça ouvre la porte à tous les règlements de compte entre voisins possibles et imaginables dans une période de crise. Donc, pour éviter ça, il faut justement… Oui, c'est un ordre qui se substitue à un autre. Donc, c'est pour ça que c'est la dictature, mais au sens… c'est bien ce terme-là. De toute façon, la bourgeoisie elle-même, quand elle a pris le pouvoir dans tous les pays où elle a fait la révolution, elle n'allait pas respecter le droit féodal. Enfin, ce serait été absurde. Quel historien va défendre cette idée-là? Elle y a mis fin formellement en une journée, hein, qui s'appelle la nuit du… Voilà, c'est ça. Donc, elle a mis fin formellement. Elle instaure son ordre juridique et elle n'a pas respecté son droit pour faire régner sa domination. Et d'ailleurs, on l'a bien vu. Hein, comment dire, je prends par exemple toutes les libertés formelles, droit d'expression, droit de réunion, machin, qui sont des expressions du droit bourgeois. Les Versaillais les ont pas respectés face aux communards parce que leur pouvoir est en danger et donc il faut rendre coup pour coup et donc ils ont exterminé les communards sans aucun respect du formalisme du droit bourgeois. C'est aussi ça, c'est que le prolétariat a besoin de la dictature de sa dictature parce que la bourgeoisie, s'il y a une période de crise, elle utilise elle-même sa dictature et elle va pas s'embêter à respecter ses propres procédures juridiques. J'allais dire, il en va de la dictature du prolétariat comme du drapeau rouge. Le drapeau rouge, ça a été pris à l'ennemi, puisque ça veut dire on ne fera pas de quartier, en fait. Donc, le peuple, ça veut dire que le peuple a aussi de se défendre. C'est parce qu'il de la bourgeoisie qui doit y avoir une dictature du prolétariat. Donc, c'est bien que tu rappelles ça sur le drapeau rouge, parce qu'il faut quand même le rappeler à nos amis gauchistes qui aiment bien fétichiser les origines des drapeaux, c'est que s'ils fétichisent l'origine du drapeau rouge, formellement, c'est la bourgeoisie qui dit au prolétariat pas de quartier. Donc, c'est quand même un exemple flagrant de reprise à l'ennemi d'un symbole. Exactement, tout à fait. Et alors, effectivement, donc, je vois bien que dans les débats en 1976, au 22e congrès du Parti communiste, on a abandonné la dictature du prolétariat. Et il y avait un argument qui était de dire aujourd'hui, ça n'est plus compris. Et en gros, il nous dirait, Victor et Mike, tout ce que vous dites, c'est vrai historiquement, mais c'est plus compris comme ça. C'est vrai avant. Oui, c'est le principe du révisionnisme, hein, c'est de dire que c'était vrai avant, Marx avait raison à son époque, mais pour nous, c'est différent. Voilà, et surtout, je pense que c'est l'influence du débat sur le totalitarisme aussi qui amène à ça. Complètement, oui. Voilà. Il y avait un tel terrorisme intellectuel que c'était facile d'y céder. Hein. C'est pour ça aussi qu'il faut que les communistes se défendent là-dessus et qu'ils arrêtent d'être dans l'autophobie, parce que là, je suis désolé, je reviens là-dessus, je reviens là-dessus, j'en ai parlé dans une formation précédente, mais là, Roussel récemment qui dit que le programme du PCF en 2022 se distingue de l'AFI parce qu'ils ne veulent pas nationaliser, parce que ça, c'est l'URSS et c'est l'école cause. Enfin,
on est vraiment dans la Oui, défaite. c'est ça. Ouais. Enfin, C'est qui sera le plus anticommuniste, oui, c'est ça. Le plus voilà, c'est ça. Enfin, il essaie de nous faire passer Mélenchon pour le stalinien de service et lui, c'est l'antitotalitaire. Enfin, là, on est vraiment dans le oui, c'est délire, la quoi. haine de soi absolue, quoi, poussée jusqu'au bout, quoi, oui. Oui, c'est ça. Alors que C'est pour ça qu'on voit bien leurs impasses. Hein, c'est le que problème, c'est on si voit on pas qui comprend ça peut pas. intéresser des communistes qui veulent pas être communistes. Hein. Voilà, et si on comprend pas bien ce que veut dire dictature du prolétariat, on comprend pas Marx. On comprend pas voilà. Donc là, Bah, ça... sinon, soit on peut le faire par le réformisme, soit comme chez Guizot ou chez Augustin Thierry, ou Vignier, la lutte des classes, c'est un truc éternel qui aura toujours lieu comme ouais. la sélection naturelle. Ah, L'idée c'est de vrai. Marx, c'est quand même qu'il y a une fin à ça, il y a une finalité, et elle peut s'arrêter. Oui, par exemple, dans le Parti communiste, on parle toujours de lutte des classes. C'est un des rares concepts qui n'est pas été supprimé. On a supprimé le marxisme, le marxisme-léninisme, centralisme démocratique, l'internationalisme prolétarien, on a supprimé beaucoup de choses. Oui. Par contre, on parle toujours de lutte des classes. Mais donc, c'est-à-dire qu'on il y a une occurrence, j'avais regardé, il y a une occurrence en 34 pages quand même. Hein, parce que c'est vraiment le texte du dernier congrès, il y a une occurrence à la lutte des classes en 34 pages. C'est pas cher payé, mais bon, c'est toujours ça. Oui, et il est dit d'ailleurs sur Marx, il est dit que Marx est une des inspirations parmi d'autres de la théorie du Parti communiste. Donc c'est bien, c'est-à-dire que Marx devient à égalité avec, je sais pas, n'importe quel autre penseur, Schopenhauer, Michéa, tout ce qu'on veut. Marx devient une référence parmi d'autres. Donc là on a un désossage théorique qui est terrible, quoi. Exactement. Et qui d'ailleurs, alors je reviens justement à Arendt, puisque si on fait ce désossage théorique à l'intérieur du marxisme et du communisme, eh ben, en fait, on se rabat en fait au rang de nos adversaires, les Raymond Aron, les Arendt, parce que c'est ces gens-là qui sont des politologues, qui ne sont pas en fait des philosophes au sens où ils cherchent à penser la totalité de leurs concepts. C'est des gens, en fait, Hannah Arendt, par exemple, elle est très faible épistémologiquement, je veux dire, elle a un peu bossé avec Jasper, un peu avec Heidegger. Donc, en fait, les concepts, sa théorie de la connaissance qu'elle a, elle est de seconde main en réalité, chez Arendt. Et donc, ce qui fait que si on compare avec un Hegel ou même avec un Kant, c'est une faiblesse absolue, quelque chose comme Hannah Arendt. D'où l'impression qu'on a, en fait, de la recherche, c'est du feuilletage, en fait, c'est du catalogue. On a l'impression que tel élément, il est déterminant, et tel élément, il n'est pas déterminant, donc on fait des rapprochements plus ou moins arbitraires. Il y a des fois où, de façon tout à fait candide, c'est intéressant, elle dit, oui, tel élément semble être une spécificité du totalitarisme soviétique. Donc en gros, on voit le sophisme, c'est-à-dire que dès qu'on trouve un point commun, un élément et le symbole du tout, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Dès qu'on trouve un point commun, c'est c'est une preuve d'identité, et dès qu'on trouve une différence, c'est une preuve de spécificité. Bon, à ce moment-là, on peut montrer qu'un phacochère, c'est un éléphant et qu'un aigle, c'est un serpent, quoi. Bon, si on a envie, on peut toujours trouver, quoi. Exactement. Mais c'est vrai que d'ailleurs, si on va jusqu'au, disons, au problème épistémologique presque du tout et de la partie, ce qui quand même présuppose un petit peu ce débat, et la notion aussi de système, c'est toujours l'opposition Nietzsche contre Hegel, en gros. Complètement. Et même le statut de l'analogie, parce qu'en fait, l'analogie, c'est pas mal en soi, parce qu'en histoire, faire du comparatisme, on en fait tout le temps. C'est pas un problème. Mais encore faut-il comparer des choses qui soient comparables et avoir une méthode pour le faire. Or là, le totalitarisme, on s'est jeté dans n'importe quoi. Je voudrais d'ailleurs signaler aux auditeurs un ouvrage, d'ailleurs, qui a été écrit sous la direction de Yann Kershaw et de Moshe Lewin, donc deux intellectuels quand même, deux historiens tout à fait sérieux. Et c'est le seul ouvrage qui tente une approche, alors c'est un ouvrage avec plusieurs collaborations et des chercheurs assez sérieux, je ne sais pas s'il était traduit en français, qui tente une approche comparée de l'URSS et de l'Allemagne nazie. Et de façon très intéressante, c'est que c'est fait par des chercheurs sérieux, avec une attention sérieuse. Le concept de totalitarisme apparaît nulle part, ni dans le titre, ni dans les articles. Et la quasi-totalité des articles, en fait, quand on regarde le sommaire et qu'on les lit, en fait, concerne un seul des deux régimes. Donc, en fait, quand des intellectuels sérieux se prêtaient à. Oui, que ne compare pas, oui, en fait, oui, c'est ça. Oui, ils n'y arrivent pas, en fait. En fait, ils n'y arrivent pas. Donc, je suis quasiment envie de dire, c'est presque le contre-exemple absolu, ce livre-là. En plus, je crois qu'il y a une dizaine de chercheurs, hein, quand même, assez sérieux d'Américains, etc., qui cherchent. En fait, il n'y a pas de. Ils ont du mal en fait à trouver vraiment quelque chose de sérieux de comparaison. Oui, de toute façon, alors, le gros problème aussi, comme tu dis, c'est déjà de comparer des régimes qui. Aujourd'hui, souvent, on compare, je sais pas, Cuba avec les États-Unis, c'est-à-dire les deux adversaires, en fait. Hein, si on pouvait comparer les économies, savoir d'où elles partaient. S'il y a une comparaison qui est faite, c'est plutôt c'est Cuba et Haïti. C'est pas la même taille, c'est pas la même taille, c'est pas la même géographie. C'est pas la même histoire. Donc, justement, on voit bien en quoi, justement, le communisme à Cuba a pu faire que, justement, ils se sont extrêmement développés, notamment, par exemple, dans le domaine de la santé, de l'éducation. Voilà, ça, c'est des choses qu'on peut comparer. Aujourd'hui, on peut comparer, par exemple, l'Inde et la Chine dans le traitement du coronavirus, par exemple, du Covid. Oui, complètement. Parce que c'est de taille comparable. En termes de population. C'est d'ailleurs les pays qui sont, l'Inde et la Chine, c'est des pays qui sont devenus indépendants, entre guillemets, quasiment au même moment, dans le sens où ils ont acquis leur souveraineté nationale
quasiment le même en 48 pour l'Inde et 49 pour la Chine. Donc, il y a aussi cet aspect-là, on peut comparer parce qu'ils sont indépendants au même moment. Et donc, c'est à peu près la même taille aussi. Et donc, ils partent du même niveau de développement à peu près à leur au même moment, oui. Alors, quand on compare l'Allemagne hitlérienne et la Russie stalinienne, en fait, on parle de pays extrêmement différents, dont l'un était le pays économiquement le plus développé d'Europe, où on attendait d'ailleurs la révolution, mais ça, c'est encore un autre problème. Et la Russie soviétique, enfin l'Union l'URSS. On peut prendre là-dessus le fameux exemple, qui est un peu argument massue, tu sais, parce qu'ils en ont plein, les anti-totalitaires, mais celui du culte de la personnalité. Or, c'est intéressant parce que si on compare, en fait, ça n'a rien à voir, dans la mesure où la Russie, c'est un pays césaropapiste, c'est un pays arriéré, qui a donc ça, c'est plus un héritage du passé. Bah, c'est ce que dit Moshe Levin, il n'est pas mauvais là-dessus. Oui, Moshe Levin est dit. Alors, si on compare avec l'Allemagne nazie, au contraire, on voit que c'est pas du tout un héritage du passé. C'est-à-dire que l'Allemagne, c'est un pays de tradition protestante, il n'y a pas du tout le culte de la personnalité ou des icônes là-bas, et donc en fait, c'est une régression totale irrationnaliste et subjectiviste et féodaliste. Donc on voit que dans un cas, c'est une trace du passé qui a du mal à partir, et qui partira d'ailleurs après Staline très rapidement, et qui ne reviendra pas trop, alors qu'en Allemagne nazie, au contraire, on voit que c'est une régression terrible. Donc, on prend des éléments. En fait, on revient à l'exemple que j'ai donné sur le parti. On prend des éléments en fait, qui synchroniquement ont l'air de converger à peu près à un moment donné, sauf qu'on fait complètement abstraction de où ça va et d'où ça vient. Et donc, on perd le sens en fait, de l'événement. Alors, peut-être pour revenir un peu à ce que tu disais, tu dis dans la recherche, ça évolue beaucoup. Alors, c'est vrai que moi, j'ai rencontré des chercheurs, par exemple, en histoire soviétique, des jeunes, des étudiants, à chaque fois, disons qu'ils m'interrogent sur mes bouquins, grosso modo, parce que ça donne souvent des occasions de discussion. Bien sûr. Justement, on me dit toujours, bien sûr, mais oui, vous avez raison, pas de problème. Et bien sûr qu'on revise la guerre froide. Parce qu'en gros, c'est vulgaire dans leur milieu de ressortir, je sais pas, du Conquest, Robert Conquest. Bien sûr. Là, ils ont compris que c'est pas sérieux. Ils ont intégré, parce que je parle même de gens tout à fait conformistes dans leur milieu, hein, c'est-à-dire que qui découvrent, qui sont jeunes, qui n'ont pas forcément les moyens de l'autocritiquer. Mais c'est les plus intéressants parce que ça montre l'état d'idéologie spontanée en fait. Hein. C'est pour ça que c'est les plus intéressants. Alors, comme tu dis, ce qui est intéressant, c'est que quand ces gens-là seront légitimes après plusieurs recherches dans 20, 30, 40 ans, est-ce qu'ils garderont peut-être ces choses-là? Il se trouve qu'il y a quand même une différence entre cette évolution de la recherche, qu'on a quand même entériné le fait que, même si on ne va pas forcément entériner tout ce qu'ont publié les éditions d'Elga, d'une certaine manière, on ne peut plus ressortir exactement le discours de la guerre froide. Non. Regarde, je te prends juste 3 historiens aujourd'hui qui font vraiment autorité, qui sont assez jeunes, ils ont 40 ans à peu près, 40-45 ans. J'ai parlé d'Adam Tooze, j'ai parlé de Yoann Chapoutot, j'ai parlé de Christian Ingrao par exemple, ou je n'ai pas parlé de Christian Ingrao. Attends, articule bien, parce que la dernière le dernier s'appelle Christian Ingrao, c'est un collaborateur de Yoann Chapoutot, ils ont fait des ouvrages ensemble. Et alors, ils sont dans 3 styles différents. Adam Tooze, c'est histoire sociale du nazisme. T-O-O-Z-E, hein. Ouais, okay. C'est ça, avec deux O. Adam Tooze, c'est un Britannique. Il y a des noms que je sais pas aussi, je me souviens plus, mais il y en a d'autres qui sont dans la même veine que lui, qui sont des Britanniques ou des Australiens. Donc il n'est pas tout seul, hein, c'est une génération. Ils sont assez jeunes, ils ont 40-45 ans. Dans la recherche, c'est quand même assez jeune. Ça se fait actuellement, hein, depuis 5-10 ans. On a Yoann Chapoutot, alors qui lui est plus centré sur l'histoire des idées, mais il a quand même l'idée que pour faire l'histoire des idées, il faut quand même partir des débats politiques, bien sûr, mais aussi des débats économiques. Donc il y a aussi cette base infrastructurelle. Et Christian Ingrao, alors lui, il était surtout spécialisé sur l'histoire des Einsatzgruppen, en fait. À la base, il a surtout fait ça, mais il s'intéresse aussi, comme Christian Ingrao, au débat idéologique. Et c'est intéressant, c'est que tous ces auteurs-là refusent premièrement le concept de totalitarisme. Donc, tu as vraiment dessus, il fait le refus dans le sens en disant ça n'apporte rien à la recherche. C'est, comme tu dis, c'est vulgaire de parler de la guerre froide. Ça n'apporte rien à la recherche, c'est juste des métaphores. Nous, dans notre travail quotidien, ça ne nous sert strictement à rien. Parce que c'est une génération aussi qui est forcée d'aller voir les archives plus. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, il y en a tellement que pour faire avancer, il faut aller voir les archives. Donc, il faut travailler en détail, et quand on travaille dans le détail, ça ne marche plus. Et en plus, cet aspect-là, c'est que, en plus de travailler sur l'archive et dans le détail, ce que faisaient moins leurs aînés, les Conquiers et compagnie, bien sûr, qui pour certains étaient juste des vulgaires idéologues. C'était un espion, hein, Robert Conquest. Oui, complètement, carrément. Et donc, il y a cet aspect-là. Et deuxièmement, on revient à des questions fondamentales sur l'économie. Et dès qu'on sort, quand on sort de l'indétermination, parce que chez Arendt, on est dans l'indétermination, tu vois, c'est-à-dire que la question de est-ce qu'il y a un programme ou pas, en plus, c'est une question vague, tu vois, quelle est la place exacte du parti, est-ce que la structure est en oignon, c'est une phrase qu'elle emploie, hein, la structure du pouvoir en oignon, c'est-à-dire qu'il y a des couches. Bref, tu vois, on est un peu dans le vague, bon, c'est la question du chef, enfin bref, des trucs très vagues.
sans se poser la question est-ce qu'il y a un contenu différent en plus. Là, quand on arrive sur des questions de bon voilà, est-ce qu'ils ont la même infrastructure en gros. Et là, dès qu'on commence à poser la question comme La ça, question marxiste de base, ouais, c'est ça. Ouais. la question marxiste de base, ça marche plus, enfin, c'est plus possible. Et donc, ils sont tous en train de s'en rendre compte. Et alors, Oui, mais ça alors, met du justement, temps, une mais petite bémol, ça va arriver de toute façon. je me souviens ce Ça que va arriver dans la Vulgate. Je me souviens ce que m'avait montré Annie Lacroix-Riz en parlant de Kershaw. Elle m'avait dit au départ, c'est vrai qu'il fait la part belle sur son livre Qu'est-ce que le nazisme aux théories marxistes. Il y consacre un énorme chapitre en disant les théories Oui, marxistes Kershaw, du nazisme. Donc même dans un livre de vulgarisation qu'on peut trouver en poche, hein, encore aujourd'hui, il y a, et elle me montrait qu'il avait lui-même beaucoup évolué, sous la pression justement plutôt de la chute de l'Union soviétique. Donc ah oui, complètement. il y a eu quand même, genre, après la chute du mur de Berlin, grosso modo, il y a eu quand même une démarxisation complète de la recherche. Donc, qui n'a pas été complète, comme tu dis, puisque ça revient. Donc, il y a un côté un petit peu montagne russe dans ce que tu dis. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, il y a eu en fait, c'est un peu paradoxal la chute du mur dans le milieu intellectuel, notamment que ce soit en philosophie ou que je connais bien ou en histoire. C'est que le premier moment, on va dire, qui a duré, à mon avis, 20-25 ans, donc jusqu'aux années 2010-2015, il y a eu effectivement, c'était la réaction, enfin là, la troisième restauration complètement, recul du marxisme complet, recul des analyses matérialistes. Sauf que là, ça devient intéressant, c'est notamment dans le milieu de l'histoire et de la recherche, c'est qu'une fois en fait qu'on a viré le marxisme, donc on l'a forclus, ça n'existe plus, etc. Il revient en fait, il revient par nécessité. Oui, il revient par nécessité parce qu'en plus, en fait, à l'époque de la guerre froide, les historiens, ont quand même, comme ils connaissent le marxisme, en fait, ils ont cette espèce de surmoi qui leur interdit d'étudier trop l'économie parce qu'il y a cet interdit-là. Et paradoxalement, une fois qu'on a retiré le marxisme, qu'il n'y a plus de marxisme, il n'y a plus cet interdit-là d'étudier l'économie, puisque c'est plus associé du marxisme et que les marxistes n'existent plus dans le milieu de la recherche. Et donc, spontanément, Engels parlait du matérialisme spontané des savants, ou Lénine, je ne sais plus. Je crois que c'était Lénine qui parlait du matérialisme spontané des savants dans le milieu scientifique, des sciences de la nature. C'est aussi vrai dans le milieu de la recherche historique. Les chercheurs en histoire, tu les laisses face à des archives, tu les laisses face à des problèmes sans cette espèce d'interdit, puisqu'on parle plus de marxisme, eh bien, spontanément, en fait, ils reviennent vers l'économie, ils reviennent vers ces choses-là. Et donc, une fois qu'on commence à faire ça, eh bien, le totalitarisme, il va s'évaporer. Et je pense qu'il a déjà commencé à le faire, et on a une réaction, on va dire, politique et médiatique très forte, parce qu'il y a cette peur-là que, voilà, une fois que le concept de totalitarisme explose, bah, en fait, on remet celui d'impérialisme sur le devant de la scène. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Johan Chapoutot, de façon très intéressante, tu vois, c'est pas du tout un communiste, mais parle beaucoup de l'impérialisme dans la genèse du nazisme. Tu sais, il a cette phrase où il dit les nazis n'ont rien inventé, c'est-à-dire que tous les éléments du nazisme, capitalisme, impérialisme, racialisme, antisémitisme, autoritarisme, etc., bah, vous prenez tous ces éléments-là, ils existent dans l'Occident libéral de cette époque-là, c'est la vulgate de l'Occident libéral. Peut-être qu'il y a une coalescence, quoi, on pourrait dire, oui, c'est ça. Et donc, tu vois qu'une fois qu'on met en retrait ce concept de totalitarisme, bah, c'est celui d'impérialisme qui revient devant la scène. Et ça, c'est un point commun entre l'Occident libéral et le nazisme, bien entendu. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'effectivement, bah, le stade d'impérialisme, nous sommes toujours. Je revois d'ailleurs une vidéo que j'ai faite avec Antoine Vatan qui montrait ça d'un point de vue strictement économique. C'est le même moment. Hein. Donc, oui, on exporte toujours autant de capitaux à l'étranger. Hein. Oui, exactement. Et je reviens parce qu'il y a une petite question aussi qui affleure. C'est, je pense à quelqu'un comme Emmanuel Todd, qui était membre du Parti communiste. Ah, oui. Aujourd'hui, s'invite dans le débat et m'en est pas forcément pour le meilleur, mais en fait veut absolument prouver dans tous ses livres que le communisme n'est pas sera toujours rejeté par les Français au nom justement de saines valeurs. On pourrait dire oui, c'est le côté kantien. Oui, parce que ce dont il ne se rend pas compte, c'est que ce communisme-là en France, s'il arrivait un jour, il serait aux couleurs de la France. Il serait avec il ressemblerait au peuple français à l'instant T qui passerait. Oui, et puis le problème de Todd, c'est que pour ceux qui n'ont pas lu Todd, des auditeurs, le problème de Todd, c'est qu'il opère en fait avec des grosses catégories kantiennes qui sont dépendantes de l'histoire. Donc il y en a trois. Il y a égalité, inégalité, enfin il y en a quatre. Égalité, inégalité, liberté et autoritarisme. Autoritarisme. Le peuple français étant pour lui, pour X raisons, un peuple dont des structures mentales, au moment de l'ancien régime au 18e, et c'est lié à la structure familiale, sont libertaires et anti-autoritaires et égalitaires. Donc ça explique pourquoi on aurait été un peuple jacobin, mais on ne pouvait pas être un peuple communiste parce qu'on n'a pas l'autoritarisme dans le sang. Simplement, est-ce que cet autoritarisme, voilà pourquoi je parlais de ça, parce qu'on. D'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a un an ou deux, c'est marrant parce que Todd, c'est vraiment quelqu'un qui a eu la volonté de, je dirais pas détruire le marxisme, mais en tout cas dans la démographie, il a vraiment cet aspect-là de refus de la détermination. Avec l'acharnement après les gilets jaunes, il a quand même dit que
bon, finalement, l'infrastructure, c'est quand même, je me demande si finalement, c'est pas déterminant. Et donc, c'est très intéressant parce que là, on a Todd qui a passé il nous avoue en gros qu'il a passé sa vie avec ses copains à détruire le marxisme et à le jeter pendant 50 ans aux orties. Ah oui, Une fois qu'ils y sont arrivés, ils grattent la tête et ils se disent, bon, finalement, est-ce qu'on a peut-être pas fait une connerie? Et en fait c'était ça qui est valable. Donc, Todd, il a aussi, enfin, je ne veux pas faire de la psychanalyse de bas étage, mais il a aussi ce problème, on va dire, d'être le petit-fils de Nizan, d'avoir voulu intégrer le PCF à un moment donné, donc avec le statut en plus de Nizan un peu particulier à ce moment-là, et donc d'être dans une espèce de relation, comment dire, avec le marxisme, toujours de parricide, tu vois, je tue le père, mais non, mais je me sens là, mal. c'est un argument qui va nous convaincre, nous, mais pour prouver qu'il a tort, il faut aller sur le fond. Oui, non, mais juste sur l'analyse, pour que le lecteur comprenne bien les ambiguïtés qu'il y a de Todd. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il a un rapport très ambigu, ce qui fait que son rapport au marxisme est sur l'origine des systèmes familiaux, par exemple, j'ai été surpris. En lisant l'origine des systèmes familiaux, c'est un peu sa grosse synthèse. Il a publié que le tome 1, je ne sais pas si un jour il publiera le tome 2, mais qui est très intéressante. Ben, en fait, il parle il parle un peu de Marx dedans, mais il n'est pas du tout anti-marxiste, il critique pas Marx. Juste, alors c'est très bizarre, hein, quand il tombe sur des schèmes, parce que des fois ça lui arrive de tomber sur des schèmes dialectiques dans les systèmes familiaux, où on a un système familial unitaire à un moment donné qui se scinde lui-même en deux, en fait, et en deux éléments qui s'opposent. Et là, il dit, les lecteurs de Marx et de Hegel seront ravis de lire cela, etc. Puis il passe à la suite. Alors, c'est incroyable, c'est-à-dire que là, on a l'impression, si on est scientifique, si la dialectique s'applique là, c'est pas juste parce qu'on est lecteur de Marx et de Hegel qu'on le pense, je veux dire, c'est parce que c'est quelque chose d'objectif. Donc là, c'est un peu, il le dit, il a le côté, je le dis, tu vois, que c'est de la dialectique dedans, mais en même temps, je le dis pas parce que je dis que c'est juste un lecteur de Marx et de Hegel qui serait content, mais je l'affirme pas non plus. Enfin, tu vois qu'on est dans un argument qui est très bizarre. Il veut expliquer peut-être quelque chose qui a échappé à l'analyse, c'est à quel point il y a une continuité historique de certains votes en fonction de telles régions, donc ce qui s'explique peut-être par une certaine structure mentale. Et effectivement, on peut le suivre en disant qu'il y a un côté anti-autoritaire dans le peuple français. Mais j'allais dire tant mieux. Mais simplement, ce qu'il n'a pas prouvé, c'est que l'autoritarisme est consubstantiel au communisme. C'est plutôt ça que je veux bien admettre qu'il y a ce côté très anti-autoritaire du peuple français. J'allais dire, je peux le constater, j'allais dire sur moi-même et sur. Oui, bien sûr. Mais effectivement, il a. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça nous permet de fermer la parenthèse aussi, de revenir sur le totalitarisme. Mais il fait à un moment donné, justement, de l'origine des systèmes familiaux, il parle du système familial en Italie et en Yougoslavie, en notant que c'est un système communautaire qui est plus souple que le système à la russe familiale. Et donc, et là, immédiatement, il dit, on a peut-être là la racine du fait d'un fait connu dans le Comintern, que les partis yougoslaves et italiens étaient plus souples que le parti russe. Alors là, on a presque envie d'exploser parce que on reproche toujours aux marxistes de faire aucune médiation entre l'infrastructure et les phénomènes superstructurels. Mais alors là, c'est un système familial qui explique des politiques des partis communistes à un moment précis. Enfin, là, on est vraiment dans la caricature de déterminisme. Et puis, on part de caricature à partir de ce que lui en disent les médias, parce qu'il faut savoir que le vrai camp de concentration ressemblant à Auschwitz avec des tortures dignes des SS et qui a perduré dans l'Europe d'après-guerre, c'est Goli Otok, et c'est la Yougoslavie titiste, et les victimes, c'était des staliniens. Bon, oui, bien sûr. On n'en parle pas, mais donc effectivement. Oui, c'était le côté romantique des pro-trotskistes D'ailleurs, avoir fait un communisme avec l'argent de l'Occident, en disant toujours qu'ils allaient être envahis par l'URSS, mais on a vu, finalement, c'est l'OTAN qui a bombardé ce pays, qui l'a détruit. Donc, c'est un retournement. C'est terrible, y compris avec cette autogestion qui n'a fait qu'accroître les tensions régionalistes. Donc, voilà pour comment on peut justement raisonner avec à partir du moment où on n'a pas l'hypothèse de départ est complètement fausse, évidemment, on peut faire tous les. On peut raisonner dans le vide et faire beaucoup de plans sur la comète. Non, c'est-à-dire que je veux bien admettre qu'il y a des thèses de particularismes nationaux qui perdurent, qui en même temps sont soumis à une évolution dialectique, de région à région, de village à village. Hein, c'est tout à fait possible, évidemment. Enfin, ça fait partie. Ce sont des données à prendre en compte et qui a effectivement un caractère très fortement à la fois égalitaire et anti-autoritaire dans le peuple français. Mais simplement, on ne va pas démontrer que le communisme est intrinsèquement lié à l'autoritarisme. Et si les Français un jour passent en mode de production socialiste, et bien évidemment qu'il sera d'apparence moins autoritaire. Il n'y aura pas de culte de la personnalité. D'ailleurs, il faudrait voir comment justement à l'époque du Parti communiste français, on ne tombait pas dans les excès, même s'il y a l'influence du stalinisme évidemment, mais c'était évidemment très atténué par rapport à ce qui se passait en URSS et pour des raisons nationales. En plus, c'est quand même bizarre, tu vois, pour revenir un peu sur le totalitarisme, tu vois, d'accuser finalement en URSS de pointer un particularisme national ou un système familial. Qui est particulier, celui des Russes, traditionnel, Todd le montre très bien, il est particulier. Et c'est bizarre quand même de pointer ça
dans la genèse et les causes immédiates, tu vois, Ah oui. de la forme qu'a pris le communisme en URSS, Surtout que et pas les conditions dans lesquelles ça s'est fait quand même, parce que ça me semble quand même nettement plus important, la cause immédiate, c'est quand même le principe dans la science aussi, c'est de montrer que la cause immédiate, elle est quand même parfois plus importante que la cause très lointaine. On n'est pas ennemi des structuralistes dans le sens où les structures sociales, on admet que ça existe. En fait, elles sont médiatisées à l'instant présent et c'est ça qui leur donne leur puissance. C'est pas parce que les Russes ont tel système familial qu'il y a eu le stalinisme. C'est plus qu'ils avaient effectivement tel système familial, qu'ils se sont retrouvés dans certaines circonstances politiques d'encerclement, d'agression permanente, et que effectivement, les situations de crise, elles donnent, j'ai envie de dire, plus de poids à des structures du passé. Ça, c'est tout à fait évident. Et en même temps, il y a aussi des héritages du passé qui ne sont pas du tout passés. Je pense par exemple le pays classique des pogroms, des massacres de juifs, c'était la Russie tsariste. Bon, oui. C'est en Allemagne que l'antisémitisme s'est déchaîné, il ne s'est pas déchaîné en Russie. C'est d'ailleurs intéressant. LTI, Victor Klemperer, dit que pour lui, avant 1933, l'antisémitisme, c'était comparable à la peste brune. C'est-à-dire que c'était une maladie médiévale qui pouvait. Lui, il vit en Allemagne. Et c'était vrai, en fait, en Allemagne, l'antisémitisme au sens du pogrom, etc. Il y en a un peu lointain. De temps en temps, ça réapparaît un peu comme ça, mais finalement, c'est un truc qui est complètement archaïque. C'est comme au XXe siècle, on a éradiqué la peste. L'antisémitisme, c'est pareil. D'où l'espèce de brutalité atroce. Et ça a même surpris beaucoup de juifs à ce moment-là, de l'irruption du nazisme, en fait. C'est que c'est arrivé dans un monde où tout ça, c'était complètement. Même avec la République de Weimar, les juifs allemands avaient eu une forme d'émancipation extrêmement importante durant la République de Weimar. Donc le fait qu'ils se retournent là de bâton, c'était une régression et un retour en arrière qui était absolument catastrophique. Oui. Mais alors, par exemple, il y a des chercheurs italiens qui ont montré à quel point justement le fascisme n'est pas intrinsèquement antisémite, enfin, il ne commence pas comme ça, et puis il termine par les lois raciales en 1938, sous l'influence du nazisme, mais aussi, on voit, pour voir le lien, c'est dû aussi à la guerre coloniale. Parce qu'il y a la guerre coloniale, et donc on réintroduit le discours raciste pour déshumaniser les pour justifier les massacres. Donc ça introduit les thématiques racistes à l'intérieur du régime fasciste. C'est vrai que c'était compliqué pour Mussolini la question de l'antisémitisme, parce qu'en plus, lui, comme il avait dans l'idée d'être celui qui reprenait la Rome impériale, comme il y avait des juifs à Rome et que dont certains, à certains moments de la Rome impériale avaient une place très importante, notamment dans l'entourage des impériales, il y avait cette idée-là que voilà, les juifs italiens actuels sont les descendants de ces juifs impériaux. Et donc, ils ont tout à fait leur place dans la nation italienne, comme les juifs impériaux. Donc, ça pouvait là-dessus. Et par exemple, c'est assez tard avant la guerre, par exemple, qu'ils ont purgé les officiers juifs de l'armée italienne. De toute façon, je crois que c'est des gens, quand on les pratique, quand on pratique leur raisonnement, on se rend compte à quel point ils ne sont jamais à une contradiction près. Ça les gêne pas. Oui, non, complètement, oui. Un principe de non-contradiction, là, ils ne connaissent pas, oui, effectivement. D'ailleurs, justement, on va peut-être terminer cette discussion qui était vraiment intéressante, mais je me rends compte effectivement que ce qui est difficile de parler de quelque chose qui est. C'est comme tous ces textes sur la théologie, quand on parle de quelque chose qui n'existe pas vraiment, qu'on n'arrive pas à cerner. On n'a pas pu trop en parler, c'est vrai que ça fait une heure et demie, mais en fait, moi, la métaphore que je prendrais, tu vois, quand on s'attaque à la thèse du totalitarisme, c'est qu'on a l'impression que c'est une hydre à 1000 têtes où tu tranches une tête et il y en a deux qui repoussent, parce qu'en fait, c'est une thèse, on l'a vu au tout début, on a essayé de faire un peu une brève historique, qui est extrêmement plastique. Tu as des variantes absolument incroyables et donc tu vas t'échiner, tu vois, à réfuter tel argument et en fait, dans le même temps, tu en as 50 autres qui ont réapparu. Et donc là, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas tellement parlé finalement dans le détail, on a plus fait des questions de méthodologie aussi, parce que c'est comme ça qu'on peut vraiment l'éradiquer à la racine, cette thèse-là, parce que sinon, c'est une hydre où tu vas réfuter telle thèse chez Arendt, par exemple. La plupart dans la Vulgate que tu as aujourd'hui, donc celle des manuels et de la plupart des historiens, qui emploient encore le concept en tout cas, ou des vulgarisateurs, l'Italie fasciste est inclus dans les trois totalitarismes, contre l'avis d'Arendt. À l'inverse, par exemple, tu vois, Karl Popper, c'était aussi un grand promoteur de la thèse du totalitarisme, et son livre, c'était La société ouverte et ses ennemis. Et lui, par exemple, la thèse qu'il tenait, c'est que le totalitarisme, c'est un truc qui finalement existe depuis la nuit des temps. Regardez, depuis Platon, ça existe. Et ce qu'il faut lui opposer, c'est la société ouverte. Et donc, ce à quoi on assiste au XXe siècle, dit Popper, c'est juste un éternel remake d'un combat millénaire. Donc, avec le côté pensée complètement anhistoriciste. Hannah Arendt, alors c'est sa version à elle qui a le plus triomphé. Mais donc là encore, tu vois, on voit comment on peut changer les thèses un peu n'importe comment, sans trop de dommages en fait pour l'essentiel. L'idée d'Arendt, par contre, c'est que le totalitarisme, c'est un phénomène qui est absolument nouveau et qui est sans précédent dans l'histoire, qui n'a aucune commensurabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle exclut rigoureusement l'Italie fasciste de ça. Avec d'ailleurs des choses assez hallucinantes. Si je donne juste des exemples. Non, mais bien sûr, écoute, prenons le temps.
si tu lis par exemple la première préface, celle qui est écrite en 52, elle est tout à fait alarmée, par exemple, des risques de totalitarisme actuels, donc au début des années 50, dans l'Inde et dans la Chine maoïste. Les Chines maoïstes, on comprend pourquoi, parce que c'est les communistes qui viennent de prendre le pouvoir en 49, et l'Inde, parce que c'est un pays qui commence à se rapprocher un peu de l'URSS au début des années 50. Or, elle fait une deuxième préface à la réédition, on est à la fin des années 60. Donc là, on n'est plus du tout dans le même contexte géopolitique. La Chine a rompu, bien entendu, avec l'URSS. Ils ont même fait une petite guerre avec eux. Il y a un rapprochement qui se fait avec les États-Unis. Ils ont même attaqué le Vietnam, etc. Enfin bref, on n'est plus du tout dans le même contexte. Et là, que de dire Arendt sur la Chine? Non seulement il n'y a aucun risque de totalitarisme, mais même Mao n'est pas un vulgaire assassin, ou un vulgaire criminel ou un vulgaire dictateur. Mao est un authentique révolutionnaire. Donc, tu vois, on peut tout. Alors, tu vois, alors c'est marrant parce qu'en 69, on a eu le grand bond en avant, on a eu la révolution culturelle. Là, c'est pas du tout un totalitaire. Par contre, en 49, enfin, 52, il n'y a rien eu. Il ne s'est rien passé. Enfin, il n'y a eu ni grand bond en avant, ni révolution culturelle, rien du tout. Là, par contre, le risque de totalitarisme est maximal et aussi en Inde. Bon, alors là, on est vraiment dans le délire absolu. Bon, là, on voit bien qu'il y a un alignement sur la politique du Pentagone qui est juste. Enfin, c'est tellement visible que. Oui, je crois qu'il faut remonter au Pentagone pour donner la définition en fait du totalitaire. C'est ce qui ne plaît pas au Pentagone. Hein. Je pense que c'est. Oui, je pense que là pour le coup, on est à peu près là-dedans parce que, enfin, les autres définitions, là, on est vraiment dans c'est pas un concept scientifique. Voilà, s'il y a une conséquence à avoir de ça, c'est qu'on voit bien que c'est pas un concept scientifique, c'est trop plastique et trop souple. Et ça explique rien en plus. Et il faut revenir au marxisme. Voilà, si on veut essayer de trouver quelque chose aux sociétés, il faut revenir au marxisme et aux contradictions sociales. À l'étude de l'économie, de l'infrastructure, etc. Et donc, on incite aussi hein, dans la lignée du projet de Georges Gastaut de Lumière commune, tous les historiens qui se mettent, même s'ils sont non communistes mais qui sont juste vaguement progressistes, à continuer d'étudier l'économie hein, là-dessus, des sociétés dont ils font l'histoire pour vraiment comprendre les fondements. On ne leur demande pas de signer, de contresigner toutes les thèses du matérialisme dialectique ou du communisme, bien entendu, mais c'est un conseil méthodologique qu'on peut donner à tous les humanistes de France et d'ailleurs. C'est absolument indispensable pour bien comprendre la chose. Oui, et puis aussi de comprendre que, c'est important aussi de comprendre que quand on se dit communiste, ça ne veut pas dire qu'on veut, à l'instant T, en France, exactement reproduire la société stalinienne de la Russie des années 30. Il faut aussi comprendre ça. Enfin, c'est aussi parce qu'on est capable de la replacer historiquement dans son contexte qu'on voit aussi Être communiste, c'est une question de méthode. C'est une question de méthode. C'est quelles sont les contradictions objectives du capitalisme. Qu'est-ce qu'il faut en déduire à ce moment-là. Voilà, une méthode qui s'applique à son objet, ce qui est encore plus compliqué. C'est pas une méthode qu'on peut plaquer. C'est une méthode qui se découvre par l'étude de son objet. Voilà. Oui, d'où le fait qu'on va pas appliquer des recettes. Parce que ça, d'ailleurs, c'est plutôt les trotskistes qui font ça. Eux, ils sont monotactiques. Et il y a vraiment l'idée qu'il faut refaire la révolution d'octobre tout le temps, en fait, partout, à n'importe quel moment. Y compris, d'ailleurs, je crois que c'est dans la révolution permanente que Trotsky dit qu'en Inde, en Chine, il faut faire la tactique de la Russie en octobre 17. Enfin bon, là, on est dans le délire total. Non, justement, c'est toujours monostratégique. C'est pas de monostratégie, si on s'adapte à l'instant T. Et il n'y a pas d'idée de refaire les batailles précédentes. Parce que sinon, on fait comme les grands révolutionnaires français et on rejoue la République romaine avec des toges. Dans un décours. Alors c'est vrai qu'il y a différentes, on a parlé de voies nationales, mais ça veut dire différentes expériences possibles de passage au socialisme, mais il y a aussi une définition universelle du socialisme, hein, qui est effectivement l'abolition de la différence entre bourgeoisie et prolétariat, donc qui passe par un changement de propriété. Là c'est une définition universelle dans le socialisme. Et après, comment on l'applique, ça, il faut regarder comment ça se présente, effectivement, ça pourra prendre toutes les formes. Voilà, écoute, on va conclure là-dessus pour l'instant. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Émeric. Ouais, c'est un grand plaisir. Et je pense qu'on aura bientôt d'autres discussions sur divers sujets, des conférences que tu prépares et des articles. Voilà, c'est un immense plaisir. Voilà. Moi, pareil. C'était tout à fait agréable. Au revoir.